Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé, nous vous l'avions dit depuis la semaine dernière, que ce lundi, nous démarrerions à 18h30. Pourquoi? Pour ouvrir le téléphone et avoir vos différentes contributions. Notre première thématique, est-il possible aujourd'hui de faire un débat politique constructif sans injures, menaces, attaques personnelles et mépris? Il y a bien longtemps que l'on a vu, en tout cas sous nos cieux, des débats à foison qui respectent nos différentes valeurs, sans toucher à l'intégrité de la personne humaine. Merci d'être avec nous. Le téléphone est ouvert, le 27 22 54 98 50. Et pour partager donc ce plateau, je reçois donc notre invité, le docteur Adjelou Christian. Bonsoir docteur. Vous êtes juriste et enseignant-chercheur. Merci d'être là. Et en face de lui, un habitué évidemment à ce plateau, tout président des consommateurs qu'il est de Côte d'Ivoire, Marius Komoué. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Messieurs, la thématique est donnée. Essayons de faire un peu un point d'historique. Selon vous, cela a démarré quand? À quelle période de notre pays le débat politique a basculé? Est-ce que nous sommes dans les années 2000? Est-ce qu'il faut aller plus loin? 90? À quel moment? Quels ont été les différents indicateurs, docteur? Merci pour la parole donnée. Mon plaisir. Votre question m'inspire la réponse suivante. Je vais parler de trois périodes. Et la première période, c'est la période d'avant les indépendances. Avant les indépendances, dans le débat politique, il y avait ce qu'on appelait les joutes. Les joutes, le débat était assez enflammé, puisque là, les leaders de l'époque faisaient face aux colonisateurs. Donc les meetings étaient assez animés et il y avait assez de joutes entre les différents... Mais quand on dit animé, dans le respect quand même de l'un de l'autre ou pas? Oui, c'était dans le respect, mais c'était quand même animé. C'est ce qu'on appelle les joutes. Les joutes. Et puis on arrive à l'indépendance. Oui. À l'indépendance, il y a un seul parti, le parti unique. Et là, la vie politique est plus ou moins calme. Calme, il y a un seul parti, donc il n'y a pas de problème. Et jusqu'au moment où nous arrivons autour des années 90. 90, donc multipartisme, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs endogènes et exogènes qui ont provoqué le multipartisme. Et en ce moment-là, on a confondu liberté d'expression et libertinage. C'est à partir de Qui a confondu? Non. Et les hommes politiques et le peuple. Puisque Houphouët-Boigny le disait, le peuple n'était pas assez mature pour le multipartisme. Donc, et les leaders politiques et le peuple, on a tous confondu liberté d'expression et libertinage. Et puis, avec les grèves, les problèmes économiques et tout ça, finalement, l'État a perdu son autorité. À partir du moment où l'État perd son autorité, à partir du moment où les fondamentaux de l'État s'effritent, en ce moment-là, libre à toutes sortes de problèmes. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment on a constaté. Et puis tout récemment, bon, les dernières périodes avec le numérique. Il y a un pic également, tout à fait, on va en parler. Donc selon vous, il faut remonter jusqu'en 1990. Oui. Si retrouver la racine un peu de ce que nous déplorons aujourd'hui. Marius Komoué, êtes-vous d'accord avec justement l'analyse du docteur qui dit attention, il faut ramener cette problématique que nous avons aujourd'hui, qui a un pic avec les réseaux sociaux depuis les années 90. Tout en rappelant aux téléspectateurs, vous pouvez nous joindre et donner votre point de vue au 27 22 54 98 50. 27 22 54 98 50. Marius? Alors, il faut dire que de la période coloniale jusqu'à l'indépendance, il a totalement raison d'évoquer cette période qui a vu beaucoup de nos hauts cadres de l'époque avoir le discours tout de même apaisé, hein, bien que c'était des joutes oratoires. Faut être précis. À l'indépendance, la période de l'indépendance de nos États, et bien évidemment, avant même les indépendances, nos cadres qui aspiraient justement à voir nos États être totalement indépendants ont eu un autre discours, mais c'était à l'époque, ils étaient assez fins.
ils étaient assez, j'allais dire, ça veut dire civilisés. quoi, fin? C'est-à-dire dire des choses qui font mal, mais avec Oui, la manière. Avec la manière, quand vous prenez le cas, par exemple, de la Guinée, de Sékou Touré, qui était un grand orateur, vous prenez Houphouët-Boigny, qui était un grand orateur, mais il y avait Biaka Boda, il y avait pas mal d'intellectuels ivoiriens de l'époque, dont Yassé Philippe et consorts. C'était des gens qui étaient plus fins, qui avaient une manière de rendre les choses, même quand ils ne partageaient pas le point de vue de l'autre, avec élégance. Malheureusement, avec l'avènement du multipartisme en 90... Pour vous, c'est là le pic? Non, le pic, il y avait surtout avec l'avènement de la liberté de la presse. Avec l'avènement donc de nouveaux journaux, parce qu'à l'époque du parti unique, comme il le disait, nous avions un seul organe de presse, le quotidien gouvernemental. Par la suite, vous aviez également les médias d'État. Et donc, ces médias d'État n'avaient qu'à distiller au sein de l'opinion publique un seul son de cloche. Et donc, il n'y avait pas de son de cloche discordant. Mais avec le multipartisme qui a vu l'avènement d'une multitude de journaux, eh bien, le discours politique, le combat politique, l'engagement politique change totalement avec l'avènement donc de nouveaux partis politiques qui créent leurs journaux et qui combattent donc le pouvoir en place. Mais les mots changent, les positions changent et on ne citera pas de nom. Mais on se souvient que des journaux s'étaient illustrés de la plus mauvaise manière dans les années 90. Et même en 2000, eh bien, c'était le pic. Jusqu'à la crise de 2002. On va donc aller à Tékoubé pour parler avec Monsieur Yapo. Monsieur Yapo, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Oui, votre point de vue sur la question. Alors, essayez déjà de réduire le poste de votre téléviseur. Il faut l'éteindre carrément. Oui, vous m'excusez, je réduis, je coupe le... Voilà. Ça va? C'est bon. Ça va? Oui. Allô? Oui, je Okay. rappelle un peu la thématique où ça va, c'est bon? Oui, je vous suis. Allez-y donc. Oui, en fait, madame, sur le sujet, franchement, il faut dire que le docteur il a vraiment tellement développé là-dessus et que moi, je suis vraiment satisfait de vraiment tout ce paquet de développement et d'argumentation. Il faut révéler que, aussi vrai que M. Komo le dit, depuis l'association, je dirais, de la Côte d'Ivoire au multipartisme, nous avons perdu, forcément dit, accès de valeur. Accès de valeur tant du niveau de l'expression, qui vraiment ont donné libre cours à tout va bon champ. Certains s'expriment sans sentir que même ils ont en face d'eux une jeune population qui, quelque part aussi, pourrait, tant si bien que mal, s'acquérir de ce comportement-là. Et puis aujourd'hui, vous avez sur les réseaux sociaux, comme l'autre l'a dit, avec l'aide de la technologie. Et vraiment, tout cela met en péril la situation, tant même au niveau même des acteurs politiques, qu'au niveau de la société civile. Vous voyez, donc vraiment, moi, je partirai sur ce point-là, de dire à tout le monde de beaucoup faire attention sur le sujet de la liberté d'expression. Parce que vraiment, depuis l'association à la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il faut dire que vraiment, comme M. Marius Koné l'a dit, les anciens que je salue au passage, je salue la mémoire, le président Houphouët-Boigny, avec cette manière élégante, courtois de passer des messages et d'apaiser. Et depuis 90, le multipartisme, franchement dit, c'est vraiment du n'importe quoi. Et vraiment, la Côte d'Ivoire en a payé cash. Très bien. Merci beaucoup, M. Yapo. Je rappelle que vous nous appeliez d'Atékoubé et vous donniez votre point de vue. Si nous avons... Alors, monsieur, comment on reprend avec comme vous? Comme je le disais, alors, quand vous prenez des écrits comme ceux de Bernard Beignet Dadier, vous prenez Amadou Kourouma, toutes ces œuvres négro-africaines, vous constaterez que dans leurs écrits, ils dénoncent, ils protestent, mais avec la manière... Alors, quand vous nous dites qu'avec l'arrivée du multipartisme, les choses sont allées un peu en vrille,
Bon, je m'inquiète un peu. On va prendre l'appel, on va partir avec M. Kipré qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, M. Kipré. Bonsoir, Mélègue. Très bien, M. Kipré. L'équipe de After Off. OK. Merci de nous appeler, M. Kipré. Votre point de vue, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à toute l'équipe du Grand Talk. Allez-y pour votre point de vue. Monsieur Kipré, la thématique, je la rappelle, nous parlons justement de la place un peu trop grande que prennent les injures, les menaces et le mépris en politique, en tout cas sur la face, dans le marigot politique ivoirien. Votre point de vue là-dessus? Oui, il faut dire que nous avons constaté depuis le multipartisme, l'entrée du multipartisme en 90 de façon très violente déjà. Et pour nous qui avons vécu ces années de braise de 90, l'entrée du multipartisme a été vraiment mal négociée. Ça veut dire quoi, mal négocié pour vous? Oui, c'est en 90 avec le multipartisme qui devait participer à la floraison de partis, d'idées. Malheureusement, ça a commencé par la violence en 90 et ça s'est perpétré jusqu'en 2010. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut pouvoir, au lieu de convaincre, il faut vaincre. Au lieu de la force des arguments, il faut l'argument de la force. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Premièrement, les responsabilités sont vraiment partagées. Les responsabilités sont partagées. Il y a les hommes politiques, il y a les cellules familiales qui ont laissé faire. L'éducation a foutu le camp, d'abord dans la cellule familiale, ensuite l'école. L'école aujourd'hui, on se contente de donner le savoir et non l'éducation. Alors pour vous, donc, c'est une chaîne de responsabilité partagée. Très bien. Effectivement, les responsabilités sont totalement partagées. Très bien, merci. Et malheureusement, avec le développement technologique, l'éthique, on va de mal en pire. Et je pense que l'État fait bien de mettre un holà à cette dépravation. Franchement, c'est dommage. Nous qui sommes des années... qui avons vécu tout ça, tous les présidents. Nous, on a eu la chance de voir. Oui, on a tellement d'appels. On a tellement d'appels, M. Kessé. Merci. En tout cas, on a beaucoup apprécié votre point de vue. Mais on doit courir pour partir à Port-Boué avec M. Koraï qui nous attend. Bonsoir, M. Koraï. Bonsoir, madame. Bonsoir. Allons-y, monsieur. Ça va très bien. Merci. Et chez vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, votre point de vue, justement, sur la thématique? Oui, il faut dire que déjà, je vous remercie pour ce beau sujet. Merci. Voilà, et je salue tout le monde sur le plateau. Je pense que Dieu permet que ce sujet soit aujourd'hui mis sur le plateau, que la population ait l'occasion aussi d'appeler pour émettre aussi son avis. Bon, il faut dire aujourd'hui que le contexte de pression qui est mis sur la population, voilà, concernant tout ce qui est répression, tout ce qui est contrainte pour les dérives, on pourra dire, sur les réseaux sociaux, quelque part, c'est compréhensif, parce qu'il faut quand même savoir gérer les choses. Mais il ne faut pas que ça tombe dans une forme d'exagération. Il faut dire que la jeunesse dans le monde aujourd'hui, comme on les appelle génération de doigts, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est leur temps. Et il faut les comprendre. Cependant, les responsabilités sont quelque part partagées. Selon vous, qui serait responsable? Oui.
Bon, déjà, il y a premier responsable, on ne va pas parler de la famille, on va parler d'abord de l'État. Parce que c'est l'État qui gouverne les familles et autres, qui doit organiser l'éducation de tous ces jeunes au travers des réseaux sociaux. Après l'État, il y a aussi les cellules familiales, il y a les religieux, etc. Ce que je veux souligner, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de notre contexte, pour être bref, compte tenu de notre contexte, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement le pays qui vit cela, tous les pays le vivent. Tout à fait. Et la Côte d'Ivoire, on ne doit pas trop mettre la pression sur cette jeunesse parce que même les autorités, plusieurs autorités, ont des enfants qui sont aussi sur les réseaux sociaux, ont des parents qui sont aussi sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adoucir un peu, c'est vrai, on a été dur, c'est pas mal pour commencer, mais à un certain moment, il faut adoucir pour que la population ne soit pas sur la posture de défense, la posture de résister. Il faut adoucir pour que ceux dont on parle aujourd'hui ne soient pas une situation explosive, mais plutôt qu'elle soit une situation d'éducation. On peut relancer l'éducation à la télé, faire des émissions à la télé pour permettre à la jeunesse de savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et c'est ce qui manque un peu actuellement. Donc, merci en tout cas de votre parole. Je pense que dans les temps à venir, vous pourrez organiser des émissions à la télé pour éduquer, pour montrer comment les utiliser. Très bien. Merci aussi pour l'occasion que vous nous donnez de c'est notre grand plaisir, assurément. Dieu vous garde. On salue encore tout le monde. Et merci. À très bientôt. Merci. On part en France. Il faut parler avec M. Kanaté. Bonsoir, M. Kanaté. Bonsoir, madame. Ça va? Ça va très bien. Et chez vous, monsieur? Ouais, tout va bien, tout va bien. Très bien. Alors, votre point de vue? Déjà, je tiens à remercier les deux invités qui font une bonne introduction. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine comprennent que la liberté d'expression, ça veut tout dire. Quand on dit liberté d'expression, l'expression c'est quoi? C'est le comportement. C'est la manière d'être en société, c'est la manière d'être dans ton environnement. Mais si tu confonds ta manière de vivre, tu ne tiens pas compte des autres, déjà il y a un problème. Déjà, dans la société, il y a un problème. Maintenant, quand on parle de liberté d'expression en politique, c'est les hommes politiques qui donnent le ton. Un homme politique qui ne donne pas le bon ton, qui pense toujours à dénigrer le pouvoir en place, en ne donnant pas les bonnes orientations qu'il faut, ça devient problématique. À l'inverse, ceux qui écoutent ces opposants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque nos dirigeants ont dit c'est noir, nous on dit c'est noir. Sachant que ces mêmes hommes politiques, lorsqu'ils critiquent le pouvoir, c'est tout à fait normal de critiquer, mais donner des arguments justes, valables, qui peuvent permettre à la population qui se trouve dans nos hameaux pour comprendre la situation. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Avec tout ce qui est réseaux sociaux, le monsieur il s'assoit entre quatre murs, il dit des choses sans aucune preuve, entre guillemets, tapoter, mettre le cœur, mais c'est du n'importe quoi. Il faut que l'Afrique change. Il faut que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine comprenne que la liberté d'expression commence chez soi. Un exemple, chez nous au village, sous la Bapala, au village, on ne fait pas n'importe quoi. On ne fait pas n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, qui que ce soit au village, on te convoque. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que les gens doivent regarder aujourd'hui avant d'agir. Très bien. Donc, pour laisser la parole à d'autres personnes, en un mot, l'éducation, ça commence chez soi. C'est pas sur les réseaux sociaux, ne regardez pas les hommes politiques, regardez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Kanaté. Je rappelle que vous appeliez de France. On va essayer de faire un petit débrief avec vous. Messieurs, Marius, permettez, on va écouter docteur. Docteur, quand on dit que le multipartisme, je prends l'expression de M. Kessé qui dit que nous avons mal négocié l'arrivée du multipartisme parce que c'est là justement que tout est parti, justement, on est parti un peu à volo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le multipartisme arrivant, on a dit bye-bye à nos valeurs? Docteur? Oui, logiquement, le multipartisme ne devrait pas mettre en berne nos valeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Le multipartisme arrive dans un contexte socio-économique difficile pour notre pays. La Côte d'Ivoire a connu une embellie économique à partir des années 65 jusqu'aux années 79. Et puis à partir de 1980, la crise économique a commencé.
on a connu ce qu'on appelle, ce que Houphouët-Boigny appelait la détérioration des produits des thèmes de l'échange. Le café cacao ne se vendait plus bien. On a connu une grosse sécheresse dans les années 1984. Et puis, avec des facteurs exogènes, la chute du mur de Berlin, etc., etc. Donc, on arrive au soir des années 1989 où la Côte d'Ivoire était en état de cessation de paiement. Donc là, la crise économique commence. Et la crise économique se fait ressentir. Et sous la pression des partenaires extérieurs, les institutions de Bretton Woods, on arrive à des politiques d'ajustement structurel. Il y a eu aussi le sommet de la Baule qui avait imposé le multipartisme aux États en échange de l'aide au développement. Donc le multipartisme arrive dans un moment d'explosion sociale, vous voulez dire? Oui, d'explosion sociale à cause de la crise économique. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, les populations ont perdu les avantages qu'elles avaient. On a vu avec les universités, les étudiants qui ont perdu, les travailleurs. Donc, l'un mis dans l'autre. La colère. Voilà, la colère montante. Le multipartisme n'est pas arrivé dans des conditions idéales. Et là aussi, on a offert le nid, on a offert le lit à l'opposition. Puisque, en ce moment, lorsque les opposants arrivent, ils veulent battre en brèche tout ce que le parti au pouvoir a fait. Donc, ils ont utilisé des journaux qui étaient des moyens de lutte. Et là, les dérives langagières ont pris le pas et nous ne sommes plus jamais sortis de cela. On part à Angré, je pense, avec M. Thimo. Bonsoir, M. Thimo. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir à vos chroniqueurs. Très bien. Votre point de vue sur la question? J'ai écouté les précédents intervenants. Oui. Et j'ai remarqué qu'ils se sont beaucoup attardés sur les réseaux sociaux. Oui. Mais le point de départ, c'est quoi? C'est le débat politique même dans la vie normale. Les acteurs politiques qui sont chargés d'éduquer la population, d'éduquer leurs militants. Mais qu'est-ce qui nous sert, eux? Quand on voit les responsables politiques t'invectiver à longueur de journée, c'est normal que les militants, eux, suivent. C'est l'exemple d'un professeur qui donne un savoir à ses élèves. Mais c'est ce qu'ils ont reçu qu'ils vont servir. Il faut que nos responsables politiques se posent la question de savoir quel genre de population ils veulent à la fin. Parce que ce qui nous sert, c'est le discours haineux souvent, qui frôle même la bassesse. C'est décevant. Et nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons besoin de politiciens capables d'éduquer leurs militants. Et c'est vraiment dommage. Rares sont les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui forment leurs militants. Il n'y a pas de formation à la culture politique en Côte d'Ivoire. Les dirigeants politiques eux-mêmes, ils rentrent dans la politique pas par conviction. Ils rentrent dans la politique soit pour se servir ou bien pour servir un clan. C'est normal. Donc les populations ne font que suivre ceux qui sont à la tête. Très bien. Il va falloir une éducation de la population pour leur dire que faire de la politique, ce n'est pas s'insulter. Faire de la politique, ce n'est pas s'invectiver. Et si la population comprend ça, je pense que les débats politiques seront sains. Ce sont des débats d'idées. Et les débats d'idées font avancer une nation. Très bien. Merci en tout cas, M. Thimo, pour votre point. Un point très important. Merci beaucoup. Et merci de rester avec nous. Alors, messieurs, je pense que c'est une très, très belle conclusion. Il a dit le débat d'idées, ce n'est pas pour s'insulter, mais au contraire, bâtir la population. Il a parlé d'éducation. Alors, messieurs, je suis obligé de vous donner juste un point. Et puis, sensibilisation, ceux qui insultent les hommes politiques, de part et d'autre, hein, ceux qui insultent le président de la République, les femmes politiques, ceux qui insultent même leurs concitoyens, compatriotes concitoyens,
Messieurs, réaction rapidement, conseil, et puis on termine. Alors, Marius, on commence avec il vous. faut dire tout simplement que je vous rappelle qu'en 86, par exemple, Jacques Chirac, alors Premier ministre français, annonçait que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Et après avoir écouté donc cet intervenant, le dernier intervenant, on peut conclure que effectivement l'Afrique n'est pas mûre pour la démocratie. Il n'y a qu'à regarder nos hommes politiques dans leurs envolées lyriques, injurieux, virevoltants, insultants, à la limite inélégants. C'est vraiment dommage. Nous avons besoin d'une Afrique construite avec des nouvelles idées, des nouvelles valeurs, et il faut que nos hommes politiques instaurent ces valeurs au sein de l'opinion, et les réseaux sociaux doivent y concourir. Docteur Adjelou? Je mettrai plutôt l'accent sur l'éducation citoyenne. 30 secondes, oui. Éducation citoyenne. L'éducation citoyenne, parce qu'on a perdu cette valeur-là, l'éducation citoyenne, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, parce qu'aujourd'hui, l'école même a perdu de sa verve. Voilà, donc, et puis, quand on n'a pas l'éducation citoyenne, vous ne pouvez pas demander à des hommes politiques d'être formés. Voilà, c'est toute une chaîne. Ça vient de suivre, voilà, ça coule de source. Voilà, ça va de soi. Donc, il faut revenir aux fondamentaux. La politique, c'est la gestion de la cité. Voilà, et puis la politique, c'est des idées. Il faut pouvoir développer ces idées. Assurément, très bien. Merci beaucoup. Il faut instaurer donc le service civique. Voilà. Alors, le respect, tant pour les autorités en place, tant pour les personnalités de l'opposition, c'est capital. Le respect en faveur donc du président de la République et l'institution qu'il représente, et tous les présidents d'institutions. Enfin bref, le respect envers chacun. Voilà, je respecte mon voisin, il me respecte, et c'est ça la Côte d'Ivoire qu'on aime. Merci en tout cas d'avoir suivi cette première partie, ce lancement, on va dire, de l'appel que vous avez vis-à-vis de nos thématiques. Restez en notre compagnie dans 5 minutes. Le Grand Talk démarre. Tonton, la facture. Ah d'accord. Avec Move Money, payez vos factures CIE, Sodeci, réabonnement TV sans vous déplacer. Pour toutes vos transactions, téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. J'exhorte chacun d'entre nous à continuer de cultiver la solidarité et l'amour du prochain. Ce sont des valeurs fondamentales qui nous permettront de bâtir une nation toujours plus forte et plus fraternelle. En Côte d'Ivoire, cette vision prend forme à travers des politiques publiques concrètes fondées sur les principes d'équité, de justice sociale et de progrès partagés. Elle s'articule autour de 2 piliers majeurs: l'égalité des chances, la redistribution équitable des ressources. Chaque fois que des femmes accèdent à des postes à responsabilité dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les analyses sont mieux élaborées, de manière plus ouverte. Les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, mieux acceptées. Les conflits deviennent faciles à régler et les décisions s'apaisent. L'équilibre revient. Alassane Ouattara. Mais cette phrase nous a guidés. On avait compris sa vision et c'est dans cela qu'on a travaillé. C'est comme ça qu'on a commencé à développer l'approche genre et développement. Et deuxième chose, on l'a rendu transversal. Tout le monde devait prendre en compte cette approche-là pour que la Côte d'Ivoire puisse aller en avant en termes d'autonomisation et de valorisation des compétences. Quand il s'est agi d'évaluer tous les pays du monde, quand l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une grande structure d'évaluation, est venue en Côte d'Ivoire, nous avons conduit un rapport. Et dans ce rapport-là, on devait évaluer les discriminations au sein des familles, les violences basées sur le genre, l'intégrité physique, les libertés. Et c'est fait dans tous les pays du monde. 3 ans après, on se retrouve à Paris pour les résultats. J'entends, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique en matière d'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Des investissements massifs ont été faits dans la santé, l'éducation, la formation et l'emploi afin de réduire les inégalités du départ. Aujourd'hui, l'accès à des établissements de santé avec des constructions et des rénovations, ainsi que la carte maladie universelle, ainsi que l'accès à l'éducation, se sont largement renforcés, touchant des millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes, y compris ceux vivant dans les zones rurales longtemps marginalisées. Des programmes comme le PJGouv, l'insertion emploi jeune, le ESCAD ou encore les mécanismes de financement de projets ont contribué à améliorer concrètement l'accès à l'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Tout est parti d'une ordonnance qui a été prise par le président de la République en avril 2015. Il fallait apporter des réponses concrètes aux préoccupations de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire. Alors un diagnostic a été fait. Il y avait un ensemble de structures qui existaient, qui adressaient cette question de la jeunesse. Mais pour ne pas être disparate dans les actions et par souci d'efficacité et d'efficience, le président de la République a pris une ordonnance pour mettre en place le guichet unique qu'est l'agence emploi jeune. Les préoccupations des populations sont au cœur de la vision du président Alassane Ouattara. Et il se trouve que dans cette population, 77% de cette population a l'âge compris entre 0 et 35 ans. Donc, il est évident que lorsqu'on veut mener à bien une politique au cœur de cette population, on ne peut pas mener cette politique-là sans s'adresser plutôt à cette jeunesse-là. Grâce à des financements ciblés, les jeunes, les femmes et les PME ont aujourd'hui les moyens de concrétiser leurs ambitions. L'État s'engage pour une croissance inclusive au service de tous. Sa méthode a payé. Je peux vous assurer que son ambition est de faire de notre administration publique une administration républicaine au service de tous les Ivoiriens. Encore une fois, l'intérêt général apparaît. Encore une fois, la mobilisation de tous autour d'un idéal, administration publique républicaine, le retour à des valeurs, administration publique au service de tous. Aujourd'hui, il est clair que notre fonction publique et notre administration publique de façon générale a été positivement impactée. Transformation structurelle de cette administration, transformation culturelle également, avec naturellement l'avènement du fonctionnaire nouveau. Et ce fonctionnaire nouveau pour le président de la République doit vivre épanoui, doit être heureux d'aller à sa tâche, à son travail, et doit apporter donc sa contribution à cette Côte d'Ivoire en mouvement continuel. Naturellement, avec cette embellie, le fonctionnaire également a vu ses conditions changer, s'améliorer positivement. Aujourd'hui, le fonctionnaire travaille par objectif, avec un contrat de performance pour nos administrations. C'est nous qui impulsons la dynamique nationale. L'augmentation des salaires, la révalorisation des pensions et la progression des revenus agricoles améliorent concrètement le quotidien des Ivoiriens. Dès sa prise de pouvoir déjà, la vision du président déjà s'est inscrite, s'est traduite dans un plan, dans une politique d'abord qui s'est traduite en plan stratégique. Et au cœur de ce plan, la question de chômage, les questions d'emploi, d'employabilité des jeunes ont été mis au cœur de ces politiques. La méthode Ouattara est toute simple. Partage de vision, inclusion, participation, jeu de rôle, travail en équipe. Tout le monde a quelque chose à apporter. Et je le dis avec fierté. Il vous donne d'abord sa vision. Ensuite, il vous fait confiance. Il vous accompagne et il attend les résultats. Alors quand vous lui donnez les résultats, il vous encourage. Quelle énergie qui te donne la liberté de faire ce que tu sais faire. Sans aucune contrainte. C'est un grand homme. Notre cohésion repose sur une solidarité active, des politiques justes et des résultats concrets. Elle est soutenue par une méthode claire pour une Côte d'Ivoire unie, forte et tournée vers l'avenir. Tout de suite sur Live TV. Ce programme vous est présenté par la compagnie Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie.
Jard Industrie Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. On parle ce soir pour la présidentielle, au titre de la présidentielle 2025. Nous commençons avec la distribution des cartes d'électeurs prévues du 11 au 20 octobre. Voilà, 11 au 20 octobre, on fait le point tout à l'heure. Et puis nous aurons Charles Blé Goudé qui sort donc de son congrès. Ils ont adoubé Simone et Yves Gbagbo. On fait le point avec le président du COJEP. Et en seconde partie, nous irons à l'international. Vous devez savoir qu'en France, nous avons la démission de Sébastien Lecornu, Matignon, où la longévité, en tout cas, reste pour l'instant un exploit. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Bonsoir, merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025. Merci, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de vos différentes réactions. Ce soir, nous accompagne pour décrypter l'actualité nationale et internationale Marius Komoé. Bonsoir Marius. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Très bien, vous allez bien Marius? Je vais très bien, surtout que je reviens de Yamoussoukro, d'un séminaire qui a réuni des têtes pensantes du pays. Très bien, n'est-ce pas? Élisée Boloube, bonsoir. Bonsoir. Vous ne venez pas, vous, dans le séminaire? Non, déjà que j'étais à Bondoukou, dans le cadre des échanges citoyens, un programme mis en place. Très belle initiative, tout à fait. Gouvernementale permettant aux dirigeants de se rapprocher de plus en plus des populations, expliquer aux populations l'action gouvernementale et écouter également les populations prendre leurs préoccupations. Et j'y étais le jeudi et vendredi. Je tiens par la même occasion à saluer en tout cas l'ensemble des responsables de l'université de Bondoukou. Et surtout du directeur du CROU qui nous a vraiment très bien reçus, Dr Cissé, aussi l'ensemble de toutes les autorités administratives, politiques du Zanzan. Gandhico était justement à côté, non? Non, il n'y était pas, mais rassurez-vous, il a pris les dispositions pour que le séjour soit bien. Très bien. Et je voudrais en tout cas profiter pour lui dire merci pour ça. Merci beaucoup. Docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir à tous les lifistes. Et vous allez bien, docteur Barry? Je vais prends très soin bien de vous demander à chacun si vous allez bien, parce que je le fais rarement. Herman, bon retour de France. Merci. Ouais. Ça va, ça s'est bien passé? Bon, ouais, ça va. Très bien. Écoutez, messieurs, donc ce sera du 11 au 20, donc la distribution des cartes électorales. On va regarder le point avec vous, Élisée. La commission électorale indépendante informe donc l'ensemble des électeurs et électrices, anciens et nouveaux, qu'elle procédera donc à la distribution des cartes d'électeurs du samedi 11 octobre au lundi 20 octobre sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'à l'étranger dans tous les lieux de vote. Les pièces exigées pour le retrait de la carte d'électeur sont les suivantes. Et justement, avec vous, Élisée Boloube, nous allons regarder les pièces exigées, mais avant cela, on peut observer que le processus, comme annoncé, suit son cours. Bien évidemment. Hein, le calendrier prévu. Exactement, le calendrier électoral tel que déroulé par la commission électorale indépendante et qui a fait l'objet d'un décret du président de la République, donc suit son déroulement comme il se doit. Et ça rentre dans le cadre du processus, la distribution des cartes d'électeurs, c'est l'élément qui vous permet d'attester effectivement que vous avez voté ou pas. Donc c'est important quand même que les Ivoiriens, ceux-là qui sont sur la liste électorale et leur carte d'électeur, c'est conforme au principe, c'est conforme à la loi. Donc il revient à la CEI de permettre aux électeurs de disposer de ce sésame-là qui leur permet de prendre part au processus, de le distribuer dans le délai requis. Et comme vous le constatez, c'est du 11 au 20, voilà, pour permettre effectivement que tous les Ivoiriens, en tout cas tous les électeurs, entrent en possession de leur carte d'électeur avant le vote qui est prévu le samedi 25. Et on rappelle le corpus électoral qui est de... autour de 8 millions aujourd'hui. Voilà. On est autour de 8 700 000, je crois, voilà, environ 8 700 000. Voilà, un peu plus de 8 700 000 par là d'électeurs. Donc c'est ceux-là qui sont conviés à aller retirer leur carte d'électeur. Je pense qu'il faut aussi préciser que les cartes d'électeurs, vous pouvez les retirer là où vous êtes fait enrôler, là où, voilà, où vous avez l'habitude de votre bureau de vote, là où vous avez l'habitude de procéder au vote. Donc ils peuvent s'y rendre. Et comme on l'a dit, il faut une CNI. Si vous avez une CNI ou à défaut de la CNI, une attestation, voilà,
d'enrôlement à la CNI ou bien le certificat de nationalité. Comme vous le constatez, ces pièces-là sont conformes un peu aux pièces qu'on a demandées à l'époque pour ceux qui voudraient bien s'enrôler sur la liste. On est resté vraiment conforme à la procédure. Donc tous les Ivoiriens tous les électeurs sont priés de se rendre dans leur bureau de vote, dans leur centre d'enrôlement pour pouvoir retirer cette carte d'électeur-là sur la période du 10 au 20 octobre. Alors pour les électeurs inscrits en Côte d'Ivoire, la carte d'identité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI ou le certificat de nationalité pour les électeurs inscrits à l'étranger, la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité, les centres de retrait ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, aux horaires suivants, de 8h à 13h, 14h à 17h. Docteur Barry, avec vous, justement, c'est aussi le même point. Le calendrier établi par la CEI, en tout cas, marche allègrement et puis on arrive tout doucement à la date du 25. Écoutez, la CEI continue de dérouler son calendrier, comme on l'a dit, après la révision de la liste électorale, la diffusion de la liste finale, le dépôt des candidatures. Là, on rentre dans le dernier périmètre avant le 25 octobre. La distribution des cartes d'électeurs, c'est ce dernier périmètre-là. Et il faut dire qu'un électeur, c'est d'abord sa carte. C'est celle-ci qui vous permet de vous acquitter de votre devoir citoyen. Donc, je pense que la CEI a donné un deadline du 11 au 20, même si moi, j'aurais préféré que le délai soit un peu plus consistant. Parce que pour vous, c'est trop court. 9 jours, ça me paraît quand même un peu court. Quand on sait qu'il y a près de 8 500 000 électeurs, 9 jours, ce ne sera pas évident. Bon, peut-être qu'ils ont déroulé un système interne qui va rendre efficace le processus, mais je m'interroge sur les 9 jours. Parce qu'on sait tous que les populations sont souvent occupées et quitter votre boulot pour aller... Mais en même temps, elles savent bien qu'on a une échéance justement à tenir. Oui, mais souvent, il y a des questions imprévues, surtout liées à la mobilité. Justement, Élisée, vous voulez faire un point avant de bouger? Non, c'est juste une précision que je veux faire à Barry. Ce n'est pas un souci. Si vous n'avez pas pu retirer dans ce délai-là, le jour du vote, vous pouvez retirer votre carte d'électeur et voter séance tenante. Donc ça, c'est possible en fait. Ça vous rassure, docteur Barry? Là, je suis rassuré. Je suis rassuré. Merci, Élisée, au passage, de me notifier cela. Je pense que mon inquiétude se situait juste au niveau du timing. OK. Marius Komoué, juste un petit point. Oui, il faut dire tout simplement aux Ivoiriens d'aller chercher les cartes d'électeurs, parce que sans la carte d'électeur, ils ne pourront pas prendre part au vote. Et c'est d'importance capitale, le droit de vote, parce qu'au final, lorsque vous n'avez pas voté, ceux qui iront voter là, leur vote va guider justement la dernière décision. Ce qui veut dire que même si vous restez chez vous à la maison, ceux qui vont se lever, même s'ils sont 3, ils sont 4, eh bien ceux-là, leur vote va s'imposer à vous et ceux qui vont voter vont vous diriger. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut se lever comme un seul homme. Le droit de vote est un droit fondamental dans une société. Après, ce n'est pas la peine de dire on ne voit pas les présidents de consommateurs. C'est vous qui devrez aller choisir ceux qui doivent décider de votre destin, ceux qui vont prendre des décisions qui touchent à votre bien-être. Voilà. Et c'est ce jour-là, le 25 octobre, qu'il faut décider d'aller voter en prenant sa carte d'électeur. Si vous ne l'avez pas, après ne venez pas dire on ne voit pas comme moi, c'est pas moi qui fais le destin de la Côte d'Ivoire, c'est les décideurs. Vous ramenez toujours. Non, je ramène à moi parce que quand la vie est chère, on dit on ne voit pas les présidents des consommateurs. Or, ce que vous allez décider là, ce que vous allez décider le 25 octobre, en allant poser votre acte de vote là, c'est ce jour-là que vous aurez décidé de votre avenir. Très bien. Et allez faire le bon choix. Merci, Monsieur le Président des consommateurs. Herman. C'est un appel à la sensibilisation. Avec Marius Komoué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le droit de vote, c'est vrai que c'est un droit. Moi aussi, j'étais législateur, mais j'allais faire en sorte que ça obligatoire. Un devoir. Parce que, même une obligation. Il y a des pays de façon subtile qui ont fait du vote, l'acte de vote, une obligation. On devrait, nous, en Côte d'Ivoire, appliquer. Moi, je pense, parce que, vous comprenez, des gens se permettent après de participer à un débat
qui disent qu'ils ne les intéressent pas. Parce que quand tu dis que tu ne prends pas part au vote, ou bien la politique, c'est rien, mais quand tu es dans ton salon après, que tu vois... On augmente la facture d'électricité et autres, tu veux prendre part au débat. Mais tu n'aides pas le pays à prendre les bonnes décisions. Et donc, je suis d'avis avec lui. Mais moi, ce que je voulais dire, il faudrait éviter, c'est vrai que tout à l'heure, dans la largesse de la CEI, on prévoit aussi que le jour du scrutin, on puisse retirer les cartes d'électeurs. Il faut éviter ça. Parce que les schémas les scènes auxquelles on assiste le jour du scrutin, c'est tout cela qui met souvent en retard le début du démarrage du scrutin. Parce que si les agents de la CEI vont venir distribuer encore des cartes, ou bien pendant que vous venez, les gens sont dans les rangs, on doit chercher ta carte d'électeur pour te donner avant que tu puisses aller voter, ça prend un temps fou. C'est préférable aux périodes indiquées d'aller prendre sa carte d'électeur. Parce qu'en réalité, souvent les gens viennent le jour du scrutin et il se trouve que le bureau de vote auquel ils s'attendaient, ce n'est plus le bureau de vote. Donc lorsque vous allez partir chercher déjà à partir du 11 votre carte d'électeur, ça va vous permettre de savoir exactement où est-ce que vous allez prendre part au vote. C'est comme un candidat à un concours ou bien à une composition, à une épreuve, qui vient la veille pour chercher où se trouve sa table de composition. C'est mieux de faire cela. Je pense que sur cette question, il serait bon, donc, on va peut-être se rapprocher des services de la CEI, à l'effet justement qu'ils viennent nous éclairer sur le processus, le modus operandi justement du dispositif de retrait de cartes et puis surtout sur la question du 25, comment ça va se passer pour que tout se passe dans la sérénité. Messieurs, c'était donc pendant qu'il arrive à Yamoussoukro, capitale politique de notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire, que les délégués du COGEP ont décidé donc d'adouber la candidature de Simone Eivé Gbagbo. Charles Blé Goudé ici a officiellement donc apporté son soutien à la candidate pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 suite à un vote en interne organisé lors de sa convention nationale, on va dire convention nationale extraordinaire, c'est le mot qui revient. Certains parlent de dispositif démocratique déjà en interne puisque le bulletin de vote a été publié. On a vu un peu les points que les différents candidats ont eus. Mais certains ont dit, et je me fais un peu le porte-voix de certains observateurs qui diraient non, en réalité, c'est plutôt Don Melo qu'il voulait adouber, mais qu'il y a eu débat en interne qui finalement a penché pour Mme Simone Eivé Gbagbo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Réaction sur ma question? Non, mais écoutez, c'est tout cela l'intérêt du débat. Il faut déjà saluer l'exercice démocratique qui a eu lieu en notre sein, où il n'y a pas un messie qui est là et qui dicte tout ce qu'on doit faire. Au COGEP, il n'y a pas de dictée préparée. Voilà, on discute, effectivement, et les débats ont été très houleux, et moi je l'ai apprécié. Il y en a qui voulaient du candidat Don Melo, il y en a qui voulaient Dr Simone Eivé Gbagbo. Les débats ont eu lieu. Qu'est-ce qui a milité en sa faveur, justement? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je n'étais pas dans la tête de... Mais vous avez posé des questions, vous êtes le président. Oui, mais ce n'était pas à main levée pour savoir, voici ceux qui pensent. Je ne sais même pas qui a voté pour Simone Gbagbo. Pourquoi? Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du résultat des urnes? Non, je suis plutôt satisfait du débat qui a eu lieu. Je suis plutôt satisfait de l'exercice qui a eu lieu. Parce que quand on dit diriger autrement, faire la politique autrement, c'est ça. Où une décision est le résultat du débat contradictoire à notre sein. C'est ce qui s'est passé. Sinon, si je ne suis pas allé donner mon avis personnel, il y en a qui ont donné les raisons, les débats ont eu lieu, mais comme les débats étaient internes, vous savez, ça c'est interne à un pays, à un parti politique. D'abord, au niveau de la Côte d'Ivoire, et puis ensuite, le COGEP lui-même, qu'est-ce qu'il arrange? Et puis les débats ont eu lieu. Il y avait un huissier de justice qui était là pour vraiment certifier le vote. Mais ça a eu lieu, voilà. Tout était transparent. Donc moi, je voulais saluer les militants du COGEP et tous les débats qui ont eu lieu. Et puis je voulais saluer tous les candidats. Moi, je continue d'être en contact avec eux, de discuter avec eux, parce que... Bien que votre parti ait fait le choix de... Non, mais il y a eu aussi une motion qui m'a mise en mission auprès des candidats pour tenter toujours de les rapprocher et de discuter d'autres sujets qui peuvent être importants dans le vote. Il n'y a pas que le vote. Il y a la sécurisation du vote, il y a les représentants qu'ils peuvent avoir dans
les bureaux de vote. Tout le monde peut ne pas avoir tout ce monde-là. Nous allons aider. C'est une stratégie à mener en tout à fait. Élisée Boloubé. Ok, moi j'ai deux questions rapides. Tout à l'heure, j'ai entendu le président du COJEP dire que les débats ont été houleux. J'ai aussi vu sur la toile, il pourra peut-être confirmer ou pas, que la présidente Simone Gbagbo serait arrivée en tête avec environ 77%. Je ne sais pas si les chiffres qu'on a vus sur la toile sont vrais, mais pour 77% et puis les débats ont été houleux, bon, ça me laisse en tout cas pantois. Donc je voudrais comprendre dans un premier temps, quand il dit les débats ont été houleux, de quoi s'est-il agi en réalité? Parce que s'il confirme que Simone Gbagbo est arrivée en tête à 77%, je me pose bien la question, c'était un peu le plié débat houleux était où en fait? Voilà, donc ça c'est la première question que je vais poser. La seconde, elle est celle-ci. Le COJEP a décidé dans sa convention d'adouber la candidate Simone Gbagbo. Verrons-nous le COJEP sur le terrain mouiller le maillot pour Simone Gbagbo ou c'est juste un mot d'ordre que la convention donne à ses militants? C'est elle que nous aurons comme candidate. Qu'en est-il en réalité? Charles Blé-Goudé. Merci. Je vais commencer par la première question. Effectivement, les débats ont été houleux. Mais on n'était pas au stade Félix-Faubonny, voilà, où il y avait des supporters qui pouvaient faire, voilà, noyer la voix des autres. Même deux personnes peuvent rendre des débats houleux. Quand c'est un exercice démocratique, où chacun a la parole. Voilà, même il y en a qui ont pris la parole pour parler des Jean-Luc Bion, de son patriotisme économique. Donc c'était des débats sur la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas seulement des débats sur les individus. Regardez très bien le thème. Quel choix pour quelle Côte d'Ivoire? Et lequel est au pluriel? Donc on parle de politique qu'on porte. On parle de projet qu'on porte. Mais en même temps, on ne peut pas courir derrière tout le monde en même temps. Un lief, enfin, je veux dire, c'est ça aussi. Mais soit vous êtes avec X ou Y. Mais c'est ça, la finalité. Pas avec X et Y, Z. À la fin, aujourd'hui, vous savez que nous sommes avec Simone Gbagbo. Mais avant d'y arriver, pourquoi on y arrive? Qu'est-ce qu'on confronte? Ce sont les projets qui les remportent. Quels sont les projets, les réformes institutionnelles? Au niveau de l'organe électoral qui organise les élections en Côte d'Ivoire, vous savez, vous tous, que le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et quand les élections arrivent, ça s'apparente à une pandémie. Alors, tel ou tel candidat, quelles sont les réformes au niveau électoral qu'on apporte? On discute de ça. Au niveau économique, on discute de ça. Au niveau politique, on discute de ça. Au niveau de l'environnement, on discute de tout cela. Et c'est pourquoi les débats ont été houleux. Les débats ont été houleux, puis à la fin, on vote. Et il y a des gens qui pouvaient être certainement pour Domelo, et puis vers la fin, à l'issue des débats, peuvent être convaincus. C'est pourquoi les débats ont été houleux. Élisée, la seconde question. Alors, la seconde question, verrons-nous le COJEP mouiller le maillot. Voilà, auprès de Simone Gbagbo, mouiller le maillot sur le terrain, ou c'est juste un mot d'ordre que la Convention donne aux militants d'aller voter Simone? D'abord, il faut savoir ce que c'est que la Convention. C'est une instance entre nos deux congrès. Donc, comme on ne peut pas organiser deux congrès avant, donc c'est que nos règles, nos règlements intérieurs nous indiquent, on fait la Convention. Ce qui sort de la Convention, c'est une instruction non discutable. Et cette Convention a demandé que nous puissions accompagner, soutenir la candidate Simone Gbagbo. C'est ce que nous allons faire. Nous allons intégrer son staff de campagne. Très bien. Tant au niveau national qu'au niveau local. Nous allons déployer ce que nous allons faire. Voilà, donc nous serons sur le terrain. Vous serez vous-même un porte-parole, n'est-ce pas, évidemment? Bien sûr que je serai là. Très bien. Je ne suis pas supérieur, je ne suis pas au-dessus des instances du COJEP. Cela dit, est-ce que pour autant, je vais m'éloigner de Domelo, qui lui-même l'a dit. Il dit qu'il porte le même projet de société avec Simone Gbagbo. Nous avons la même idéologie. C'est quelqu'un que je connais beaucoup. Comment lui aussi on peut l'aider? Est-ce que c'est ce qui a justifié qu'on a vu, on termine dessus, est-ce que c'est ce qui a justifié qu'on a vu, moi j'ai suivi un peu les images de la Convention, pendant que les débats se déroulaient, ou bien du moins quand on a donné les résultats, on a senti que M. Charles Blé-Goudé, contrairement à ceux qui se réjouissaient, est resté vraiment calme, il avait un peu une mine un peu renfermée. Est-ce que c'était dû à ça? Entre le bâton et l'enclume, du moins. Est-ce que c'est dû au fait que vous aviez ce pincement de cœur, que ce ne soit pas Domelo qui a été choisi? C'est quoi? Qu'est-ce qui justifie cet état d'esprit qu'on a perçu sur votre visage? Au-delà du choix, j'étais là face à mes responsabilités. Partout où je suis passé, ce qu'on me demandait dans nos bases, même au-delà de nos bases, on me disait, Charles, il faut que tu fasses tout pour que Domelo et Simone puissent nous offrir un cadeau pour une candidature unique.
Voilà la mission qui m'avait été donnée. Très bien. Et donc je me voyais là face à un échec. Vous voyez? Et je dois l'avouer, je suis dans une situation très difficile. Très difficile, mais ça c'est moi. Mon parti a décidé, je vais m'y atteler, je vais me soumettre à cela. Pour autant, le même parti m'a demandé, lors de la convention, par une motion, de continuer de rapprocher les deux candidats. Nous sommes qu'aujourd'hui le 6. Le 6. Le 23 octobre n'est pas encore arrivé. Tout est possible. 25. Le 25 n'est pas encore arrivé. Donc, comme la campagne prend fin le 23, c'est pourquoi j'ai dit le 23. Donc, je continuerai de discuter et avec le candidat Melo et avec Dr Simone Yves Gbagbo, qui se connaissent parfaitement. Et puis, on continuera de travailler ensemble. Docteur Barry. Président, on se souvient que sur ce même plateau, vous avez dit que 2025 n'allait pas se faire sans le COJEP. D'aucuns vous avaient demandé si vous alliez être candidat. Finalement, vous n'avez pas été candidat. Est-ce que ce n'est pas, cette convention ne marque pas l'indicateur symbolique que 2025 ne se fera pas sans le COJEP? Merci, M. Barry. Même avant, je crois que j'étais sur ce plateau, c'était Christelle. Mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Exactement. Et elle voulait savoir. Je pense que cela fait maintenant près de 2 mois que 2025 ne se passe pas sans nous. Nous, on n'est pas candidats, mais nous sommes sur tous les fronts. Mais vous êtes faiseur de roi. Voilà, nous discutons avec tout le monde. Et moi, je félicite les cadres du COJEP. 2025 ne se fait pas sans nous. Le seul problème, c'est que ce n'est pas un nous personnel. J'ai posé une question à Daoukro lors des obsèques de feu Henri Konabedi. Laquelle? À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour la Côte d'Ivoire? Les gens ont applaudi. Je me suis demandé s'ils m'avaient compris. Mais au fur et à mesure qu'on avance et vu leur posture, ils ne m'ont pas compris du tout. Mais moi, je ne suis pas candidat. Monsieur, moi je ne connais pas les pleurs. Je n'ai pas besoin qu'on s'appuie sur mon sort parce que je ne suis pas candidat. Il ne s'agit pas ici de ma personne. Qui peut porter les idées que je partage? À la convention, j'ai dit ceci. Supposons que nous allons à une finale d'un match de football ou de la CAN. Sébastien Haller ou Didier Drogba ont un carton rouge. Ils ne peuvent pas prendre part à la finale. Est-ce pour autant qu'on plie bagage, qu'on approche, je veux dire, le staff pour dire, bon, ok, on plie bagage, on signe forfait, on retourne en Côte d'Ivoire parce que notre meilleur joueur ou nos 2 meilleurs joueurs ont pris des cartons rouges. Non, Christelle. Nous regardons dans l'équipe, c'est pourquoi on appelle cela l'équipe, la complémentarité, la conjugaison des compétences. Et nous pensons que c'est vrai que le PDCIRDA n'a pas son champion qui a été qualifié, le PPACI n'a pas son champion qui a été qualifié, et ils ont des raisons d'être en colère. Moi aussi, Christelle, il m'arrive d'être en colère. Quand je jette un regard sur les raisons qui ont conduit à ma redirection de la liste électorale. Quand on a fini d'exprimer notre colère, c'est quoi la suite? La suite que moi j'ai lancée aux Ivoiriens, il ne faut pas laisser notre colère nous aveugler. Au contraire, transformer notre colère, transformer notre amertume en victoire, en force, en moteur. Mieux, il ne faut pas que nos choix soient le reflet de notre colère, de nos peurs, de notre amertume. Plutôt que notre choix soit le reflet de nos espoirs, de nos convictions. Nous avons la chance là de changer les choses. Seulement, c'est la voix qui nous diffère. Moi, je veux que ce soit la voix des urnes. Il faut un sursaut démocratique dans les urnes. Très bien. Voilà. Écoutez, Herman Aboua. Moi, tout de suite, hein. Aujourd'hui, vous-même, vous avez évoqué la difficulté que vous avez à pouvoir faire en sorte que les 2 candidats retenus qui partageraient le même profil à se mettre ensemble. Et face à cela, il y a un électorat au niveau de la gauche, puisque c'est la même famille politique qui est là, et les autres militants du PPACI dont le leader n'a pas été retenu, finalement, les indécis disent, mais eux-mêmes n'arrivent pas à s'entendre pour pouvoir avoir une candidature unique. Et à quel moment nous, leaders, vont nous appeler, nous aussi, est-ce que vous entendez cette démarche des militants du PPACI, par exemple, qui sont déçus parce que leur candidat n'a pas été retenu et qui ne souhaitent pas
à s'engager pour Simone ou Domelo, parce que finalement, les deux là ne s'entendent pas encore pour avoir une candidature unique. C'est ma première question. Je voulais répondre à ça. Je voulais répondre à ça. Comme je n'ai pas un bloc-notes, ce qu'on leur demande ici, c'est de choisir la Côte d'Ivoire. Ce qu'on leur demande ici, parmi les candidats, ils sont assez responsables pour choisir qui peut porter, c'est qui peut refléter la société dans laquelle ils aimeraient bien vivre. Ils ont déjà répondu, il n'y a aucun... Au Sénégal, il y avait 19 candidats en 2023. 19 candidats. Je n'ai pas dit 5. 19 candidats. Vous savez, seul le parti au pouvoir avait un seul candidat. Les autres partis... Les 17 autres candidats, c'était l'opposition. Ça n'a pas empêché l'opposition de remporter les élections. Au moment où je vous parle, au Cameroun, Issa, mais il n'est pas le fruit d'une coalition. Sa seule coalition, sa seule alliance, c'est avec le peuple. Parce qu'il porte la voix du peuple. Quel candidat peut porter la voix du peuple? Quel candidat peut comprendre que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui n'a pas seulement besoin d'un chef d'État. On a besoin d'une personnalité qui peut rassembler de nouveau les Ivoiriens, qui peut apaiser les douleurs, qui peut penser les plaies, qui peut comprendre que nous sortons d'un traumatisme et qui n'est pas venu de discours qui divisent. Voilà que ces Ivoiriens dont vous parlez, qu'ils soient PPACI, qu'ils soient PDCI, mais avant d'être PPACI ou PDCI RDA ou MGC ou COGEP, on est d'abord Ivoirien et on connaît le diagnostic dans lequel nous sommes. Voilà. Et nous allons les convaincre. Notre rôle pendant ces 2 semaines de campagne, ce sera d'aller vers eux pour les convaincre de ce qu'il faut faire. Il y a le leader, mais il y a votre vie aussi. Merci. Dans la même approche, la CAPSI aujourd'hui, vous avez annoncé que vous retirez, je ne sais pas si c'est de façon pour un temps ou c'est de façon continue. Est-ce que ce n'est pas les mêmes problèmes qu'on voit au niveau de l'opposition ivoirienne qui gangrènent aujourd'hui la CAPSI, cette coalition à laquelle vous étiez vraiment engagé? Oui, Herman, vous savez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, vous n'aurez jamais la même posture. Quand bien même que vous soyez de gauche, que vous soyez de l'opposition, vous n'aurez jamais la même manière de réagir face à une telle situation. Et je pense qu'il y a diverses manières de réagir face au problème de radiation de la liste de certains leaders. Il y en a qui sont allés vers le Front commun, d'autres, comme moi, ne voulons pas y aller pour les raisons qui nous sont propres. Mais à un moment donné, il faut savoir se retirer. Pour ne pas empêtrer sur les rapports que nous avons eus. Moi, j'ai passé des bons moments avec Daniel Claverie, que je respecte. Dans la CAPSI, oui. Dans la CAPSI. J'ai passé des bons moments avec M. Ezalé. J'ai passé des moments avec M. Pascal Afinguessan. J'ai passé des moments avec d'autres jeunes frères qui sont dans la CAPSI. Mais à un moment donné, quand on ne regarde plus dans la même direction, il faut savoir se retirer pour ne pas gâter d'autres rapports. Parce qu'en dehors de la politique, on peut avoir d'autres rapports. Deuxièmement, moi je viens de Yamoussoukro. Mon parti vient de me mettre en campagne. Or, la CAPSI n'est pas une coalition à but électoral, ni à but idéologique. Je ne veux pas mettre les autres mal à l'aise avec la mission que mon parti me confie. C'est pourquoi je me retire. Et je voulais vraiment ici leur dire tout mon amour. Et je me rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble. Mais il y a cela, et puis il y a la mission qu'on m'a confiée. Donc nous nous retirons, le temps de faire notre campagne, nous concentrer sur la campagne. Et vous allez revenir après? Ça dépendra du tableau politique qui va se présenter à nous. Dans tous les cas, ce n'était pas un mariage à vie. Finalement, votre sortie de la CAPSI ne donne pas raison à ceux qui avaient prédit une mort certaine à cette CAPSI qui, pour eux, était un conglomérat de partis politiques qui n'avaient pas forcément la même vision. Ça donne plutôt raison à ceux qui ont dit que ce n'était pas une alliance électorale. Ça donne plutôt raison à ceux qui ont dit que c'était une alliance momentanée. Il y a plusieurs manières de coalition, d'alliance. L'alliance peut être idéologique. On parle d'alliance naturelle parce que vous partagez la même idéologie. Elle peut être circonstancielle. Je pense que celle-ci était circonstancielle. Ce qui est circonstanciel est limité dans le temps. Donc, à un moment donné, il faut se préparer non pas à un divorce, mais à une séparation. Et pour avoir donc, le désir et l'envie de se retrouver, il faut savoir se quitter. Et nous sommes en train de quitter la table avec élégance. Très bien. Marius, comment je vois sourire? Oui, je voudrais revenir sur les chiffres des délégués, les chiffres des votants, les délégués du COGEF à cette convention.
On nous a annoncé 127 voix pour Simone Ehivie Gbagbo, donc, qui totalisait 77% donc, des suffrages exprimés au cours de cette convention. 31 voix pour Awa Domelo, qui totalisait donc 19%. Une voix pour Henriette Lagou, donc 1%, et 0 voix pour Billon. Bulletin nul, 7, et donc 3%. Alors, quand on regarde ces chiffres, et au regard de l'implantation du COGEP au niveau national, pensez-vous, très concrètement, depuis votre arrivée de la haie, vous n'avez pas mis pied, par exemple, au nord du pays. Simone Ehivie Gbagbo, encore moins. Comment envisagez-vous battre campagne pour le nord, je pense dans cette partie septentrionale du pays? Pour le nord, je pense qu'il va répondre. Oui, d'abord, il faut dire comment j'étais au nord. J'étais à Dabakala, j'étais à Katiola. Je peux vous dire que le nord de la Côte d'Ivoire est fortement représenté au projet. Je veux d'abord dire que nous avons 60 régions politiques. Je ne parle pas des régions administratives. Non. Je parle des régions politiques. C'est ça. Tout à fait. Et nous avons 5 délégués par région. Ça nous amène à près de 300 délégués. Plus les 100 délégués du bureau et les 50 délégués de l'extérieur. Donc il y en a qui n'ont pas participé. Oh, d'accord. Et à un moment donné, il fallait-il voter à travers une plateforme Zoom et autres. On a voulu simplifier les choses. Ceux qui étaient là, il y en a qui sont arrivés. Ah non, on a oublié notre carte. Non. La condition pour participer, c'est pas un meeting. La condition pour participer, il faut avoir sa carte de membre. Il y en a qui se placent, on paye les cartes de membre. Il y en a qui avaient leur reçu. On a essayé d'être un peu souple, mais on ne voulait pas verser dans, je veux dire... le favoritisme. Merci pour le mot. C'est pourquoi. Sinon, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit ici sur ce plateau. En Côte d'Ivoire, les partis reposent à 80% sur le leadership de leur leader. Moi, je n'étais pas là. Je suis arrivé. Est-ce que vous ne voyez pas le COGEP bouger? Ah si, je vois le PDCIRDR n'a pas été construit en 2 ans. Non. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Vous comprenez? Le RHDP n'a pas été construit en 2 ans. Non. Voilà, c'est avec du temps. Si tu dois traverser le temps, prends le temps de s'implanter. Et moi, je prendrai tout mon temps. Et je vous le dis, je le répète ici. Je vais offrir à la jeunesse ivoirienne un parti, mais le parti le plus populaire. Après le départ des doyens, je le dis toujours. De quel doyen? Le président Ouattara, le président Gbagbo, nos aînés, personne ne peut le nier. Après eux, moi, je serai le leader. C'est une autre version de vous que vous voulez offrir à la jeunesse, est-ce que vous le dites? Comment ça? Une autre version de vous, pas le général de la rue, mais un homme politique aguerri? Mais depuis que je suis arrivé, il y en a qui disent, mais on ne le reconnaît plus. C'est ce qu'on dit, hein? Voilà, je le dis. Et certains même disent que vous flirtez avec le régime. Ça n'engage que. Dans ce pays, les gens sont tellement vendus qu'ils voient les vendus partout. Moi, je n'ai pas de prix, j'ai de la valeur. Mais je suis arrivé dans un contexte bien précis. Mon pays était en guerre. Il n'est plus en guerre. Je n'ai pas accepté hier que des gens aient pris des armes pour faire valoir leurs raisons. Je suis encore assis ici. Je leur dis que ce n'est pas normal qu'on prenne des armes pour conquérir un pouvoir ou le conserver. Quand hier j'étais dans la rue, il y en a qui étaient contents pour ça. Aujourd'hui, je dis exactement la même chose. Et ils disent non, et ça continue à le pouvoir. Et pourtant, je dis la même chose. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je vous le dis aujourd'hui, je dis le changement est possible. Mais il est possible uniquement dans les urnes. Vous pouvez prendre mes vidéos. Je peux vous donner cette vidéo. Où en 2006, je dis exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, si on ne veut pas aller voter... Parce qu'évidemment, d'autres appellent justement à ne pas partir voter. Ils sont contre justement ces élections-là. Et vous encouragez justement vos militants et les autres à aller voter. Comment est-ce que vous gérez cette période-là? Mais avant Herman, qui boue, de m'interroger, il va m'interroger tout à l'heure. Mais c'est une erreur. Ça, c'est l'inaction qu'on nous conseille. Je le comprends, hein, ils sont en colère. Mais je dis encore, il ne faut pas laisser la colère nous faire rater là une opportunité. On sort les chiffres. En 2010, il y avait 5 700 000 d'électeurs inscrits sur la liste. Sont allés voter 4 800 000. Pour le vérifier, soit 83% de participation. En 2015, sont inscrits 6 300 000 et quelques. Sont allés voter 3 millions, soit la moitié. Les 3 millions autres n'ont pas voté. En 2020, étaient inscrits 7 millions et quelques. Sont allés voter 3 millions. Les 4 millions n'ont pas voté. Aujourd'hui, en 2025, sont inscrits 8 700 000. Vous voyez qu'il y a un bloc flottant qui ne vote pas.
de 4 millions à 5 millions qui boudent le vote. Pourquoi? Certainement parce que la classe politique et son comportement qu'on vient de décrier ici les décourage. Deuxièmement, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec le régime en place. Troisièmement, il y en a qui ne s'intéressent même pas à la politique. C'est ceux-là qu'il faut aller motiver, qu'il faut aller mobiliser. Maintenant, si tu restes chez toi à la maison, parce que, comme ils le disent, tu comptes le 4e mandat. Mais en restant chez toi à la maison, tu te fais complice du statu quo ante. C'est-à-dire que tu te fais complice de laisser la situation en l'état. Or, nous, ce que nous demandons, c'est qu'il faut aller voter parce que là, tu es en train d'essayer quelque chose. Celui qui essaie peut gagner ou peut perdre. Sincèrement. Mais celui qui ne sait pas, il a déjà perdu. Monsieur Charles Blé Goudé, c'est ce que nous demandons. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes à quelques pas, justement, d'un beau coup que l'opposition pourrait jouer en Côte d'Ivoire? Oui. Avec la candidature que vous avez adoubée, oui. Mme Simone Evé Gbagbo? Oui, Simone Evé Gbagbo peut être la première femme présidente de l'État de Côte d'Ivoire. Aucune élection n'est jamais gagnée. Il ne faut pas adouber la thèse selon laquelle, comme l'opposition n'est pas unie, alors elle a déjà perdu. Ce n'est pas vrai. L'opposition n'était pas unie au Sénégal, elle a gagné. Très bien. Herman, rapidement. Je voulais savoir quelle est la position au juste face à ce que le PDCI, RDA et le PPACI ne digèrent pas l'arrestation tout azimut de certains de leurs leaders politiques. Est-ce que le PPACI et même, qu'est-ce que le COJEP pense du silence des candidats de la gauche face à cette situation? Vous savez, il nous reste 2 minutes. Oui, vous savez, ce sont des partis politiques qui ont certainement leur stratégie interne que moi j'ignore. Ce que je peux dire sur ce plateau, vous avez parlé d'arrestation. Moi, ça fait 12 fois que je fais la prison en Côte d'Ivoire. Oui, mais les gens se sont prononcés. J'arrive. Ça fait 12 fois que moi je fais la prison en Côte d'Ivoire. 11 fois en Côte d'Ivoire et la 12e fois à l'international. Donc je ne peux pas applaudir l'arrestation des citoyens. Cela dit, ce que j'ai dit plus tôt aux jeunes, j'ai dit que le futur nous appartient. Et comme nous sommes le futur, nous devons veiller sur le présent. Veiller sur le présent, c'est faire en sorte qu'on inculque des valeurs. La première valeur, elle est démocratique. Allons aux urnes. Pour le reste, moi, je suis celui qui, au contraire, dénonce l'arrestation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On attend que le procureur nous dise pourquoi les arrêter. Rapidement, M. Charles Blé Goudé, vous n'avez pas répondu à ma question. Il n'a pas répondu à ma question. Oui, c'est pas grave, on doit partir au journal. Excusez-moi, on doit partir au journal. On part au journal et sûrement, en seconde partie, on pourra essayer de tricher sur le temps. Merci, à tout de suite. Offre spéciale à la cité Alain Richard d'Envahi des Bimpé avant de couper le souffle. Des appartements 3 pièces sur 110 mètres carrés à 30 millions et 4 pièces sur 132 mètres carrés à 35 millions. Confortable, spacieux avec escalier aux normes et 2 ascenseurs. Un séjour lumineux, une cuisine spacieuse, un WC visiteur et toutes les chambres sont autonomes. Livré clé en main. Et oui, vous avez bien entendu, livré clé en main. Infoline 07 12 42 42 42. Jar Industrie Côte d'Ivoire. Bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Difficile d'imaginer la vie sans les autres. On les veut à nos côtés. On est toujours rassuré de les savoir proches. Pour nos projets ou notre plaisir, ils sont toujours prêts à se mettre à 4 ou à 10. Pour que la vie reste plus facile. Alors, parce que le bien que nous aimons nous revient encore plus fort, nous sommes là pour votre santé. Grâce à la CMU, le soutien de tous assure la santé de chacun. 0 cotisation à la CMU, ça continue jusqu'au 31 décembre 2025. La CMU, votre assurance santé. J'étais une jeune femme diplômée, sans emploi, et il y a eu ce jour où l'État m'a offert l'opportunité de structurer mon idée de business avant de me financer. Avec près de 6 millions, j'ai ouvert mon restaurant et tout se passe à merveille. Je suis Gbenda Kissi Amandine, je suis l'exemple parfait que l'État agit avec nous et pour nous.
Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré de douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Patron, et notre jeton là? Oh, petit, donne-moi mon ordinateur. C'est géré. Vérifiez. Avec Move Money, le paiement des salaires de vos employés devient si simple pour toutes vos transactions. Téléchargez la nouvelle appli Move Money, quel que soit votre réseau, et c'est géré. Move Money, simple, rapide et sécurisé. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre, grand par sa culture qui rayonne au-delà de nos frontières. Ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent. Portée aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix, fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire. En 1973, au plus fort de l'apartheid, le président Félix Houphouët-Boigny crée la polémique en ouvrant le dialogue avec le pouvoir blanc en Afrique du Sud. Je préconise la voie du dialogue. Je ne vois pas mes frères africains s'engager dans une guerre contre l'Afrique du Sud. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela est libéré. En 1996, Nelson Mandela fait escale à Abidjan. Il s'entretient avec le président Henri Konan Bédié et lui manifeste son intérêt pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais comment faire passer le message? C'était de notoriété publique qu'entre le président Bédié et l'ex-première dame, le rapport n'était pas au beau fixe. Quelques semaines plus tard, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny se rend en Afrique du Sud pour rencontrer Nelson Mandela. Comment s'est passé le voyage? Qui lui a transmis le message? Les questions diplomatiques relevaient du gouverneur Guinéré. Ça va être peut-être lui ou bien alors notre ambassadeur en Afrique du Sud, à Koto-Yao. Suivez Thérèse et Mandela, le nouveau film documentaire de Serge Abilé, en exclusivité mondiale sur VivaStream, en téléchargeant l'application VivaStream sur App Store et Play Store. Coût unique, 5 000 francs CFA en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Thérèse et Mandela, l'histoire secrète entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du 1945. Ce journal fait le point de l'actualité nationale et internationale, politique, société, économie et environnement. Au sommaire ce soir, nous inaugurons notre série de portraits des candidats à la présidentielle avec l'ancien ministre Awa Domelo. Qui est cet homme? Quelle est son ambition pour laisser une empreinte dans l'histoire politique ivoirienne? Son portrait, c'est dans un instant. Et puis à Abidjan, plusieurs initiatives citoyennes mettent en avant le recyclage et la valorisation des déchets, une jeunesse engagée pour un avenir plus durable. Enfin, le Premier ministre français démissionne après seulement 27 jours à Matignon, une instabilité politique inédite sous la Ve République. Ils sont 5 candidats en lice pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Parmi eux, Awa Domelo, qui se présente en candidat indépendant, figure chevronnée de la scène politique ivoirienne. Il aura pour mission de challenger le candidat du RHDP, le président sortant Alassane Ouattara. Mais qui est vraiment Awa Domelo? Quelle est son ambition pour la Côte d'Ivoire? C'est le portrait que signent André Assemian, Ahmed Badini et Karel Dablé. À 67 ans, Awa Domelo entre dans la course présidentielle d'octobre 2025 comme un acteur incontournable. Ingénieur et docteur diplômé de l'école des ponts et chaussées de Paris, il s'est distingué par son expertise en infrastructures durables et par l'invention du géopavé, un brevet innovant pour le développement durable. Entre sciences, innovation et engagement social, il a dirigé de 2000 à 2011 le Bureau national d'études techniques et de développement, ou BNETS, façonnant les projets techniques majeurs du pays. Engagé en politique depuis les années 1980 et proche de Laurent Gbagbo, Awa Domelo s'impose comme une figure majeure du paysage politique ivoirien. Aujourd'hui, militant de base du PPACI, celui qui a décidé d'écrire sa propre histoire, plaide pour une Côte d'Ivoire et une Afrique souveraine, prônant dignité et autonomie. Son programme mise sur la souveraineté économique, culturelle et militaire, avec un focus sur l'industrialisation locale, la création d'emplois via la valorisation des ressources nationales et le soutien à l'entrepreneuriat jeune. Awa Domelo revendique une fidélité de longue date à la lutte panafricaine et défend une Côte d'Ivoire capable de s'affranchir des dépendances extérieures. Sa candidature se présente comme une alternative pour son parti et pour une opposition plus large avec pour objectif la stabilité et le développement du pays. Il porte un projet ambitieux, convaincu que cette présidentielle sera déterminante pour l'avenir de la nation ivoirienne. Après son exil, suite à la chute du régime Gbagbo en 2011, Awa Domelo a élargi son influence, notamment en Afrique de l'Ouest et au sein des BRICS, où il occupe des postes stratégiques, dont celui de vice-président chargé des projets stratégiques. Cette expérience internationale lui a forgé la stature d'un homme d'État, capable de concilier enjeux globaux et défense des intérêts nationaux. Saura-t-il séduire la majorité des 8 millions d'électeurs ivoiriens? Les semaines à venir nous le diront. Alors que certains candidats déclarent leur participation à la présidentielle, d'autres peaufinent leurs alliances. L'ex-première dame Simone Eyive Gbagbo, candidate au scrutin du 25 octobre, bénéficie d'un soutien de poids au sein de l'opposition, celui du parti de l'ancien ministre Charles Blé Goudé. Ce dernier a officialisé son appui le week-end dernier à Yamoussoukro lors d'une convention extraordinaire du COJEP. Radié de la liste électorale à la suite d'une condamnation judiciaire, Charles Blé Goudé n'avait pas déposé en tout cas son dossier pour cette élection. Francis Kofi était présent à cette convention. Son compte rendu commenté par Karel Dablé. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, les délégués du COJEP, ou Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, se sont rassemblés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Sous la présidence de Charles Blé Goudé, le COJEP a officiellement apporté son soutien à Simone Eyive Gbagbo pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, suite à un vote interne organisé lors de sa convention nationale extraordinaire. Vous venez de me mettre en mission pour accompagner, soutenir, faire campagne pour Dr Simone Eyive Gbagbo. Je vous le dis, comme je vous l'avais promis, lors du congrès des jeunes et des femmes, à partir de demain, je rentre en campagne pour Simone Gbagbo. Au terme de ce scrutin, l'ancienne première dame a recueilli 127 voix
représentant 77% des suffrages exprimés, contre 31 voix, soit 19% pour Awa Domelo. Henriette Lagou a obtenu une voix, tandis que Jean-Louis Billon n'a enregistré aucun vote en sa faveur. Charles Bégoudé a appelé à une élection apaisée et a invité ses militants et l'ensemble des Ivoiriens à aller participer au vote. Et moi, je vous regarde, je vous dis, il y a 5 millions de voix qui traînent. Il y a 5 millions d'électeurs déçus qui sont là. Comme une sauce qui a été dans un réfrigérateur, je vous demande de les mettre au micro-ondes. Je vous demande de les mettre au micro-ondes, les réchauffer avec vos propositions. Donnez dos à la violence. Allez chercher les électeurs. Je vous mets en mission dans vos quartiers. Nous pouvons gagner ces élections. Et nous allons gagner ces élections. Le COJEP a adopté plusieurs résolutions majeures, dont la décision de suspendre sa participation aux activités de la CAPCI, Coalition pour l'alternance en Côte d'Ivoire. Sur le terrain de l'actualité politique continue d'alimenter les débats entre espoir, méfiance et engagement. La jeunesse ivoirienne fait entendre sa voix à l'approche du scrutin présidentiel. À moins de 3 semaines de l'élection, nombreux sont ceux qui attendent encore des réponses à leurs préoccupations. Parmi eux, la jeunesse qui représente près de 70% de la population active du pays. Leurs attentes et leurs aspirations au micro d'André Sémian et Ahmed Badini. En tant que jeune, je voudrais que le président puisse créer plus d'emplois pour les jeunes. Parce que bon nombre d'entre nous sont, malgré diplômés des grandes écoles, en train de faire des apprentis dans les marchés, sont obligés, ça donne à la drogue et au vol. Je voudrais aussi que le président puisse jeter un coup d'œil sur les écoles et universités de Côte d'Ivoire qui sont remplies, qui manquent d'enseignants compétents pour pouvoir former la nouvelle génération. Je voudrais que le président crée plus d'opportunités pour le travail, plus d'opportunités, l'accessibilité aussi facile aussi à la banque. Parce que souvent, pour avoir des prêts bancaires, c'est compliqué. Pour faire des projets, voilà, c'est ce que je vois. En tant que jeune, mon souhait est que le président crée d'abord les emplois, en créant les infrastructures pour que nous, étudiants, quand on fait des bancs, nous poussons choses à travailler. C'est d'abord ça. Maintenant, instaurer la sécurité, parce que c'est la sécurité qui est la base de toute chose. Je veux qu'il facilite la vie, je veux que le prix des choses et des marchandises diminue. Voilà. Afin que nous les jeunes chercheurs, nous quand on cherche, afin que tout soit facile pour nous, parce que vraiment la vie est très chère, transport, tout ça, vraiment c'est pas facile. Nous avons plein d'attentes, mais l'une des attentes qui pour moi est plus essentielle, c'est de favoriser l'entrepreneuriat de la jeunesse. Permettre aux jeunes qui ont des diplômes de chercher un secteur plus favorable, voilà, en se lancer dedans. Ne pas toujours seulement se concentrer sur les diplômes. Je veux que le président qui va venir permette plus aux étudiants d'avoir facilement les moyens pour se déplacer. Au niveau des bus par exemple. Parce qu'il faut dire qu'on souffre beaucoup. Pour prendre les bus parfois, on est par exemple l'université, on est des milliers d'étudiants, mais quand on finit par exemple à 17h, on va aller s'encouber pour attendre le bus va venir peut-être à 20h. Donc on va mettre plus de 3 heures à 2 heures d'attendre le bus. Et justement, cette jeunesse ne s'exprime pas seulement sur le terrain politique, elle s'engage aussi dans des causes citoyennes et environnementales, à l'image de l'économie circulaire. À Abidjan, l'année 3 du projet TECO-Lycée, territoire engagé pour une économie circulaire opérationnelle, a été lancé vendredi dernier. Ce programme vise à faire des établissements scolaires de véritables laboratoires d'innovation écologique en favorisant les échanges de bonnes pratiques entre territoires ivoiriens et franciliens. Tchelina Lebonsoro et Spencer Ilanga nous en disent un peu plus. Selon des chiffres récents, la Côte d'Ivoire génère chaque année plus de 400 000 tonnes de déchets plastiques, dont plus de la moitié finit dans la nature ou la lagune, menaçant l'écosystème local. La ville d'Abidjan, principal centre urbain, produit environ 280 tonnes de plastique par jour, mais seulement 5 à 20% de ces déchets sont recyclés, selon le gouvernement. Face à cette situation alarmante, le projet innovant baptisé TECO, ou territoire engagé pour une économie circulaire opérationnelle, a été lancé il y a 2 ans, visant à sensibiliser et former la jeunesse ivoirienne à la gestion durable des déchets. Dans ce cadre, des élèves ivoiriens ont récemment voyagé en France pour apprendre directement des initiatives françaises en matière de recyclage et d'économie circulaire. Au lieu
lieu de jeter inutilement la nourriture qui n'a pas été finie, on pourrait la recycler et en faire du compost pour alimenter les jardins potagers, les pépinières, etc. Et également avoir plus de poubelles parce qu'on a remarqué que là-bas il y avait énormément de poubelles écologiques. Et donc si c'était possible d'avoir des poubelles de tri en Côte d'Ivoire, ça serait vraiment génial. Et nous avons visité nos lycées partenaires en France et une visite qui nous a permis de vraiment mettre le doigt sur le comportement éco-citoyen qui est développé dans ces lycées-là. Et bien sûr, cela nous a permis aussi de mettre le doigt sur la question de l'économie circulaire. Le district autonome d'Abidjan, en partenariat avec la région Île-de-France et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a lancé la 3e phase du projet « Territoire engagé pour une économie circulaire opérationnelle ». Cette étape met l'accent sur la sensibilisation des lycées aux enjeux du développement durable, de l'économie circulaire et aux 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Renforcer la gouvernance et les capacités de nos institutions. Transformer la pépinière d'Abobo en site pilote de l'économie circulaire. Mobiliser la jeunesse, et c'est vous, élèves à qui cela s'adresse, à travers nos lycées, pour qu'elles deviennent actrices et ambassadrices du changement. Cette initiative, portée par la Côte d'Ivoire, ambitionne de faire des lycées de véritables acteurs de l'économie circulaire. En favorisant la synergie entre les écoles et leur environnement, le programme vise à impulser une transformation durable et concrète du cadre de vie, tout en formant une jeunesse consciente des enjeux écologiques. Place à présent à l'actualité internationale. Direction la France, réélue en 2022, Emmanuel Macron voulait incarner à la fois la continuité et la réforme, mais son second mandat s'est rapidement transformé en une période d'instabilité politique. En seulement 3 ans, le pays a connu 5 premiers ministres, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, puis Sébastien Lecornu, ce dernier ayant démissionné à peine 14 heures après la formation de son gouvernement. Une cadence inédite sous la Ve République, symbole d'un pouvoir fragilisé, privé de majorité absolue et d'un système institutionnel essoufflé. Le décryptage de Spencer Ilanga et Yann Espiard. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Sébastien Lecornu a démissionné au bout de 27 jours à Matignon, établissant un record de brièveté inédit sous la Ve République, avec un gouvernement qui n'a duré que 14 heures. Ce départ s'inscrit dans une période d'instabilité politique majeure durant le second mandat d'Emmanuel Macron, marqué par 5 premiers ministres en 3 ans. Nommé pour apaiser les tensions, Lecornu n'a pas réussi à fédérer un parlement fragmenté et une opinion publique exaspérée. Son gouvernement, largement issu de l'équipe de François Bayrou, a été critiqué pour son manque de renouveau, notamment le retour de Bruno Le Maire au ministère des Armées, une nomination mal reçue par la droite. Face à des menaces de censure et des désaccords internes, Lecornu a choisi de jeter l'éponge, illustrant un pouvoir en crise et une incapacité à stabiliser l'exécutif avant les échéances électorales. Et puis j'en suis arrivé à la conclusion vendredi dernier qu'au fond, le Parlement devait toujours avoir le dernier mot, que l'article 49 alinéa 3 de la Constitution était un moyen de contraindre sa majorité, dans l'esprit du constituant, notamment de Michel Debré et du général de Gaulle, et que cela ne servait à rien de donner l'impression que les débats n'iraient pas jusqu'au bout. En ce lundi matin, les conditions n'étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre et permettre au gouvernement d'aller devant l'Assemblée nationale. Les réformes d'Emmanuel Macron sur les retraites, l'austérité et les coupes budgétaires renforcent l'image d'un pouvoir technocratique, gouvernant sans le peuple et contre lui. Accusé d'avoir trahi sa promesse de dépassement des clivages, Macron voit son second mandat s'enliser. Plus que la succession des premiers ministres, c'est la méthode même du pouvoir qui semble aujourd'hui à bout de souffle. Emmanuel Macron se retrouve à nouveau devant le vide. Jamais sous la Ve République, un président n'aura autant usé ses premiers ministres en si peu de temps. À 2 ans de la fin du quinquennat, Macron fait face à un casse-tête politique. Sans majorité stable, depuis les législatives anticipées de 2024, aucune coalition n'est possible. Les Républicains refusant une alliance officielle
la gauche rejetant un gouvernement macroniste et le Rassemblement national espérant capitaliser sur la chute du pouvoir. Chaque nomination est un pari risqué, entre technocratie illisible, opposition forte et risque de trahison. L'Élysée cherche un profil loyal et audible pour tenir jusqu'en 2027 sans nouvelle crise. Avant de clore ce journal, l'approche de la présidentielle 2025, de nombreux Ivoiriens lancent un appel à la paix et à l'unité nationale. Écoutons maintenant Charles Dago, ancien footballeur international ivoirien et journaliste sportif, qui nous livre son message en faveur de la paix. Depuis 2000 jusqu'à 2011, nous avons perdu 11 ans de notre vie à régler des palabres pendant qu'on pouvait investir dans ce pays quand on était footballeur. Voyez-vous? Et après ça, si on doit revenir encore, replonger dans le noir encore, on va peut-être vivre comme une année encore. Et des gens qu'on voit encore perdre non seulement leur vie, mais leur avenir. Donc je pense qu'il serait vraiment logique et intéressant que tout le monde aille dans le même sens, dans le sens de la paix, dans le sens de la cohésion sociale et dans le sens de faire grandir la Côte d'Ivoire. Que nous tous, on se fasse petit et qu'on mette la Côte d'Ivoire un peu plus haut. Conclut cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Live TV. Bonsoir. Le ministère des Transports rappelle qu'en application de l'arrêté numéro 0140 MT, CAB, DGTTC, du 30 octobre 2024, les agents commis au contrôle routier ou à la visite technique automobile doivent apporter la preuve de la notification des infractions routières détectées par le système de transport intelligent STI au propriétaire ou au conducteur du véhicule automobile. Lorsqu'à la demande du conducteur ou du propriétaire, l'agent commis au contrôle routier ou à la visite technique n'est pas en mesure de rapporter la preuve que des notifications ont été faites à son adresse connue dans la base de données du ministère des Transports, il est tenu de libérer le véhicule qu'il a immobilisé ou de poursuivre la procédure de visite technique. Stop à l'incivisme sur la route. Le dernier tir. La balle de match. L'ultime lancé. C'est terminé? Pas encore. Melbet vous offre toujours une autre chance de gagner. Recevez 10% de cash avec Melbet. Que le spectacle continue. Interdit aux moins de 18 ans. Avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne, Charles Blé Goudet, président du COJEP, est toujours en notre compagnie et restera justement ici sur ce plateau jusqu'à la fin de ce temps d'antenne. Pour rappel, le week-end dernier, les délégués du COJEP ont adoubé donc au terme d'un vote la candidature de Mme Simone Eyivé Gbagbo pour l'élection présidentielle. Ils ont décidé de soutenir la candidate du MGC. Charles Blé Goudet, messieurs Élisée Boloube, Dr Barry, Marius Como, Herman Aboua, nous sommes toujours en votre compagnie. Herman, vous aviez la parole avant donc d'aller au journal, allez-y. Je disais que M. Charles Blé Goudet n'avait pas répondu à ma question. Ma question, c'était de savoir la position du COJEP. Est-ce que le COJEP a produit une déclaration, comme ça se fait classiquement dans les partis politiques, pour condamner le fait des arrestations tout azimut qu'on observe au sein au niveau des leaders, des acteurs politiques du PDC-RDA et du PPACI? Vous avez vu que d'autres organisations politiques ont produit des déclarations, et non des moindres, mais au moment où je vous parle,
les détenus sont encore derrière les barreaux. Comme quoi, ce n'est pas parce que vous ne voyez rien se passer qu'il ne se passe rien. Et vous n'avez pas vu certainement une déclaration du COJEP. Le COJEP essaie d'agir pour prendre les contacts qu'il faut. Parce que le plus important, ce n'est pas les déclarations. Le plus important, c'est que ces camarades qui sont derrière les barreaux puissent recouvrir la liberté et retrouver leur famille. Et nous pensons qu'on peut agir autrement pour impacter, pour qu'ils puissent sortir de là. Parce que moi, je ne peux pas applaudir qu'on puisse priver quelqu'un de sa liberté. Est-ce que selon le COJEP, ces arrestations sont faites de façon régulière? Je ne veux pas les juger, parce que je veux être efficace. Parce que celui qui les détient aujourd'hui, je ne veux pas le braquer contre moi. Pour que je puisse obtenir ce que je veux, je saurai comment faire. Le plus important, c'est que tous ceux qui sont derrière, je les connais tous. Je les connais, on a la même promotion et autres. Moi, le plus important, c'est qu'ils regagnent leur famille, pour que les élections aussi puissent bien se passer, faire en sorte qu'on puisse essayer de baisser un peu la tension, parce que je souhaite que ces élections se déroulent dans le calme. Très bien. Élysée? Ok. Président Blegoudé, j'ai deux questions rapidement. La toute première, on sait que le COJEP a décidé donc d'adouber la candidate Simone Yves Gbagbo. On a vu également une déclaration du COJEP se retirant de la CAPSI. Au dit de certains, le COJEP, ou du moins Charles Blegoudé, serait, je dis cette marionnette, excusez-moi du thème, cette marionnette-là de Mme Simone Yves Gbagbo, donc qui agit au dictat ou aux ordres de Mme Simone Yves Gbagbo. Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? C'est la première. La seconde question, vous avez dit tout à l'heure que les débats ont été houleux. Au thème de ces débats, le COJEP a décidé donc de suivre Simone Yves Gbagbo, bien évidemment après avoir pris connaissance des programmes des uns et des autres. Qu'est-ce qui, à l'intérieur du programme de Mme Simone Yves Gbagbo, est fondamental, épouse les valeurs du COJEP, de sorte que le COJEP décide aujourd'hui de l'adouber? Tout à fait, allez-y. D'abord, vous avez dit que certains pensent ou disent que je suis une marionnette. Une marionnette ne va pas à une convention pour désigner le marionnettiste. Parce qu'il y a la marionnette et le marionnettiste, tout à fait. C'est celui qui manipule. Voilà. Donc j'aurais juste pris mon micro et puis dit aux camarades du COJEP, suivons la candidate Simone Yves Gbagbo, ce qui n'a pas été le cas. Donc cela bat déjà en brèche cette thèse-là. Alors, nous sommes sortis des Cap Côte d'Ivoire pour les raisons que je donnais tout à l'heure. Je dis que je veux préserver les relations, d'abord personnellement, et le COJEP aussi, qu'on a eu avec le PDCI-RDA, avec le FPI, avec les autres partis, avec lesquels on a organisé une belle manifestation le 31 mai dernier à Yopougon. Aujourd'hui, ils ont pris une voie, nous avons pris une autre. Quand on se rencontre là, ça veut dire quoi? Vous savez, moi, je veux respecter les positions des autres. Donc, pour respecter et faire en sorte de préserver ces relations, deuxièmement, nous allons en campagne. Eux, non. Ils ne vont pas en campagne. Quel temps nous prenons pour battre campagne pour notre candidate, pour qu'elle puisse être élue, et quel temps nous prenons pour venir faire les réunions de Cap Côte d'Ivoire, et pour dire quoi? Nous avions mis... Pour dire, par exemple, soutenant la candidate Simone Yves Gbagbo. La candidate va s'en charger. Elle va s'en charger. Elle-même, très bien. Nous allons sur le terrain pour parler de son programme, pour parler d'elle-même, sa personnalité. Parce qu'avant qu'on parle de programme, Monsieur Élysée, parlons de la personnalité. De Mme Simone Yves Gbagbo. Parce qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre une personnalité politique et le peuple. Simone Yves Gbagbo, vous la connaissez. Elle a un leadership. Elle a du charisme. Elle a du vécu politique dans ce pays. Simone Yves Gbagbo, elle a été députée d'Abobo. Elle n'a pas été députée de Bonois. Donc ce n'est pas une tribaliste. Pourquoi ce point? Parce qu'on pense en Côte d'Ivoire qu'on se rabat souvent sur sa région. C'est pourquoi je le précise. Simone Yves Gbagbo, c'est la femme résiliente. Elle a touché le fond. Nous voulons l'aider à toucher maintenant le plafond. C'est à cela que nous travaillons. Simone Yves Gbagbo, c'est cette dame qui connaît le pardon et qui prône le pardon. Quand elle sort des prisons, elle demande qu'on prie pour le chef de l'État. Elle demande qu'on prie pour Guillaume Soro. Et elle-même passe à la télévision ivoirienne. Sur une émission qu'on appelle Allumer la télé, elle demande pardon aux victimes de la guerre. Ce qui est rare parmi tous les acteurs. Mais elle l'a fait. Et elle précise, je ne demande pas pardon, pas forcément parce que je suis coupable, mais parce que ça a été notre responsabilité. C'est sous notre régime que les gens sont morts. Qui peut le faire? Elle a donc emboîté le pas à Winnie Mandela. Cette autre figure emblématique de l'histoire de l'Afrique qui a marqué notre Afrique. C'est cette dame-là qui respecte la vie parce qu'elle a donné la vie. Elle veut rassembler les Ivoiriens. Parce que ce dont on a besoin là,
après le 25 octobre, ce n'est pas seulement un chef d'État. On a besoin d'une personnalité qui sait pardonner, qui appelle au pardon. Et quand nous l'avons rencontrée, son premier pilier, c'est la réconciliation. Elle nous dit, il faut qu'on emmène les Ivoiriens à ce que les uns demandent pardon aux autres. Et que les uns acceptent de pardonner aux autres. D'abord, si on ne l'a pas fait, on ne peut pas bouger. On sera dans le faux, où chacun pense avoir raison. C'est de celle-là que je parle. On a parlé de l'école, elle et nous. Mais le regard qu'elle a sur l'école, comment il faut essayer de transformer, il faut essayer de reformer notre système éducatif, qui forme seulement des commis, comme dans l'ancien temps, où on avait seulement besoin d'administrateurs pour aider et accompagner. Des commis. Voilà, on a besoin de commis. Ce n'est pas ça aujourd'hui. Comment on adapte notre système aux besoins actuels de notre société et écarte cela sur notre société traditionnelle, où les gens sont dans un système où on va les former en brousse pour les initier à la société, aux réalités de la société dans lesquelles ils vont être insérés. Donc, les activités économiques, la défense, la culture, l'histoire des clans du village. Donc, il faut connaître la Côte d'Ivoire. Quand on transpose cela sur l'école moderne, il faut reformer notre système. Très bien. D'abord, quelles sont les finalités de l'école? C'est-à-dire ses objectifs. Quelle société, mais quels citoyens voulons-nous former pour quelle société? Deuxièmement, la structure de l'école, du préscolaire jusqu'à la fin de l'université. Qu'est-ce qu'on leur apprend là? Pour quelle société? Ensuite, les programmes de l'école. Et puis maintenant, le corps enseignant qu'il faut former, qu'il faut mettre à niveau. Quand j'ai fini d'écouter cette dame, j'ai dit c'est elle qu'il nous faut. Et effectivement, je regarde cette caméra-là, c'est elle qu'il nous faut. On a essayé les hommes dans ce pays. Depuis 1960, on a essayé les hommes. Vous connaissez le résultat. On va essayer une femme. Pourquoi? Le Libéria a essayé une femme. Le Libéria est aujourd'hui en paix. Si on essaie une femme, on peut aussi gagner la paix. Le Libéria, c'est nos voisins. On a à peu près la même culture. Essayons une femme. Mais n'essayons pas n'importe quelle femme. Essayons Simone Yves Gbagbo. Très bien. Je pense que là, il est en campagne. Monsieur Charles Blé Goudé, justement, ma question concerne la campagne. Quand on sait que... Non, comme Élysée m'avait demandé, si on va descendre sur le terrain, moi je commence ici à 20 ans. Ok. Je disais que Madame Simone Gbagbo a nommé un directeur de campagne en la personne du professeur Traoré, si ma mémoire est bonne, de façon stratégique et pratique. Quel sera le rôle de M. Charles Blé Goudé, personnellement, et quel sera le rôle du reste de l'équipe du COGEP auprès du MGC? Là, vous êtes vraiment dans la stratégie. Oui. La stratégie, on ne l'expose pas. Ce que vous exposez, vous expose vous-même. Nous avons un adversaire, et non des moindres, qui est en train de travailler et tester tous les fronts. Et cet adversaire, ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef de l'État. Et nous, nous voulons le battre. Donc, nous n'allons pas venir ici pour exposer, nous, notre stratégie. Moi, je ne cherche pas un poste. Mais donnez-nous un indice. Le professeur Traoré, nous discutons. Quel est le directeur de campagne de Mme Simone Yves Gbagbo? Je lui ai dit, bon, maintenant, je suis à votre disposition. Et je pense que nous discutons. La candidate aussi, je l'ai rencontrée juste avant de venir ici pour lui dire que nous venons maintenant vous annoncer officiellement que nous rentrons en campagne. On a tout le temps. Vous verrez dans les actes ce que je vais jouer comme rôle. Vous allez voir, vous allez le voir. Je l'ai déjà commencé ici. On va retrouver donc le général, je ne dirais pas de la rue, pas dans le contexte qu'on a connu, mais le général qui est sur le terrain. Qui est sur le terrain. Non, je veux aller vers les Ivoiriens pour leur parler. Je suis allé dans un premier temps vers eux. Maintenant, je vais aller vers eux pour leur dire pourquoi ils doivent aller voter. Parce que quand on ne va pas voter, c'est aussi une participation passive à l'élection. Tout à fait. Celui qui va mettre le bulletin à l'urne, il agit activement. Celui qui reste à la maison, c'est une participation passive. Mais quand il participe passivement à l'élection, il atteint un résultat. Il attend qu'on puisse lui signifier le pourcentage de l'abstention. Mais une fois qu'on t'a signifié le pourcentage de l'abstention, la question c'est qu'est-ce que tu en fais? Il faut maintenant que tu puisses en faire la promotion. Il faut qu'il y ait des décideurs qui puissent adouber pour dire que le candidat qui vient d'être élu là, il est illégitime. Parce que tel pourcentage n'est pas allé, tel taux n'est pas allé aux élections. Vous voyez? Mais ça ne change pas la gouvernance. Je trouve que ça ne change pas la gouvernance. Pourquoi? En 2015, ils se sont abstenus. En 2020, ils se sont abstenus.
de 2015 jusqu'à maintenant, qui nous dirige? C'est le président Ouattara qui nous dirige. Nous, nous proposons autre chose. Nous disons qu'il y a 5 millions d'électeurs, il faut aller à l'assaut. Il faut aller les convaincre. Pas avec nos polémiques, pas avec nos problèmes de personnes, mais avec un programme. Maurice Kombo, dernière question. Alors, vous disiez tantôt que vous serez sur le terrain pour battre campagne. Vous êtes en droit, bien sûr, de le faire pour votre candidate. Tout récemment, à la suite donc, de la convention qui a réuni les délégués donc, du COGEP à Yamoussoukro, vous, parlant de Mme Simone Gbagbo, vous l'avez appelée Simone Eivé, épouse Gbagbo. Or, vous n'ignorez pas qu'elle est divorcée d'avec M. Gbagbo. Le commun des mortels en Côte d'Ivoire le sait très bien. Alors pourquoi l'appelez-vous ainsi? Tina Turner, elle est artiste-chanteuse, mondialement connue. Elle a divorcé d'avec son mari Turner. Après ça, elle a même contracté 3 mariages. Elle s'appelle toujours Tina Turner, parce qu'elle a voulu. Et parce que la justice l'a décidé ainsi. Vous savez qu'il y a eu une requête au devant du Conseil constitutionnel. Et ce qui a été retenu, c'est Simone Eivé, épouse Gbagbo. Dans les fichiers du Conseil. Donc, ça veut dire que dans les fichiers du Conseil, la candidate pour qui je vais battre campagne, le Conseil constitutionnel a demandé à ce qu'on l'appelle, sur ses bulletins, Simone Eivé, épouse Gbagbo. Je n'ai rien inventé. Ce n'est pas du tout pour verser dans la provocation. Moi, je ne mélange pas tout ça. Seulement, je ne suis pas au-dessus du Conseil constitutionnel. Je bats campagne pour quelqu'un. Ceux qui vont aller voter, il faut qu'ils sachent quel bulletin ils vont prendre. Le bulletin qu'ils vont prendre, c'est Simone Eivé, épouse Gbagbo. C'est tout. Très bien. En campagne. Entre autres, quels sont vos rapports avec vos amis d'hier, de la FECI bien entendu, dont M. Soro Guillaume et surtout M. Damana Picasse, qui fait aujourd'hui, qui a beaucoup de difficultés avec la justice ivoirienne, qui n'a de cesse de le convoquer très souvent. Mais l'amitié dont vous parlez, ce n'est pas une amitié qui s'est nouée autour d'une bière. C'est dans les difficultés que j'ai connu Picasse Damana, que j'ai connu Guillaume Soro aussi. On a partagé des cellules de prison ensemble. Et moi, je ne peux jamais me réjouir de leur malheur. Voilà. Sauf que, entre ma posture actuelle, est-ce que je suis en capacité de décider pour les sortir de là? C'est pourquoi je leur demande de voter ma candidate. Quand elle sera élue, elle va régler tous ces problèmes rapidement. Très bien. Pour terminer, Charles Blé Goudé, comment est-ce que vous appréciez justement la posture des différents députés qui, en différentes occasions, ont démontré qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique actuelle? Ils sont sortis de l'hémicycle. Comment est-ce que vous appréciez cela? Tout cela sont les députés de l'opposition, pardon, il faut préciser. Tout cela sont des indicateurs de la démocratie. Et il y a plusieurs manières de protester, de se faire entendre. C'est tout cela le jeu politique. Pensez-vous qu'ils arriveraient à ne pas se présenter pour les législatives? Puisque c'est enfin, si toutefois, enfin on regarde, hein, c'est le même dispositif pour les élections, les mêmes complaintes de la CEI qui n'étaient pas capables, le fichier avec tellement de challenges. Est-ce que vous pensez qu'après avoir démontré leur mécontentement, ils seraient peut-être bien légitimes ou bien boudront-ils justement les législatives qui arriveront? Quel est votre regard là-dessus? Quand on a un pouvoir, quand on a un leadership, on ne boude pas seulement, on ne constate pas seulement. On se met en capacité de changer les choses. Et moi, je voudrais qu'on puisse avoir le changement auquel on appelle, pour ne plus bouder et sortir de l'Assemblée nationale. Mettons-nous en capacité de changer les choses. Ne nous faisons pas complices du maintien du système contre lequel on est fâché. Ça veut dire? Ça veut dire que moi, je les appelle à nous rejoindre dans le processus électoral. Nous avons des camarades que nous connaissons. Ils connaissent Simone Gbagbo, ils connaissent sa vie, ils connaissent son expérience, ils connaissent même Domelo. Pourquoi ne pas nous mettre là autour de ces personnalités et puis aller aux élections, faire de l'un ou de l'autre président de la République de Côte d'Ivoire et on signe un document commun et puis on change les choses. Et puis après, ensemble, on va aux élections pour leur donner la majorité. Parce que ce qui va être pas payant plus tard, c'est que on demande aux gens de ne pas aller voter. Le candidat Ouattara gagne. Et puis qu'est-ce qui va se passer? Quelques mois après, on va courir par le législatif, alors que le 4e mandat n'a pas changé. La liste électorale n'a pas changé. C'est une incohérence. Je veux qu'on soit cohérent. On a là la possibilité de changer les choses. Allons-y ensemble. Mettons-nous ensemble. Laissons les problèmes des personnes. Restons là autour d'une alternance impersonnelle. Et puis voir entre nous, comme les gens ont donné là la flèche à David, qui était même le plus petit, mais qui a sauvé sa tribu.
Est-ce que c'est pas possible? Non, le président, c'était pas une flèche, c'était une fronde. C'était une fronde, oui. Tout ça, c'est la même chose. C'est une arme, une arme. Très bien, très bien, voilà. très bien. Alors, si vous deviez donc regarder la caméra comme vous l'avez fait tout à l'heure, et puis parler aux électeurs, parce que là, il faut s'adresser au corpus électoral, électeurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, que diriez-vous? Moi, je parle d'abord aux jeunes. La caméra, oui. Nous sommes le futur. Et parce que nous sommes le futur, nous devons veiller sur le présent. Le présent, c'est l'élection dans quelques semaines. Pour choisir la personnalité à qui nous allons confier l'éducation de nos enfants, notre santé, notre économie agricole. Comment faire pour positionner la Côte d'Ivoire dans le concert des nations? Ce qu'on ne veut plus, comment on le fait? Vous savez, tous les 5 ans, notre constitution nous donne la possibilité, soit d'adouber ou de sanctionner. Vous avez là la possibilité de dire non au régime actuel dans les urnes, ou alors de dire oui, c'est votre choix. Mais moi, je viendrai vers vous pour vous parler. Pour vous parler qu'il y a une autre possibilité qui existe par les urnes. Je viendrai vous parler du docteur Simon-Yves Gbagbo dans quelques jours. À toute la Côte d'Ivoire, vous savez, nous sortons d'un traumatisme. On peut changer les choses autrement. Moi, je ne veux pas vous voir demain avec des baluchons sur la tête. Pour une crise électorale, aller encore soit au Libéria, au Ghana, en Guinée. Non. On peut changer les choses en Côte d'Ivoire. Vous avez une seule arme, c'est votre bulletin de vote. Toutes les autres armes, rangez-les, jetez-les loin de vous, et puis allons, on va voter pour que cette élection-là soit une fête. Merci beaucoup Charles Blé Goudet, président du COJEP. Je rappelle que vous avez, en tant que parti politique, adoubé la candidature de Simon-Yves Gbagbo, pour qui vous allez faire campagne au cours de cette élection présidentielle. Et donc le jeu va être déterminant pour cette campagne-là et surtout pour le 25 octobre. Merci d'être venu. Élisée Boloub, j'allais dire docteur, c'est bizarre. Ben, pourquoi passer à venir? C'est en préparation, c'est prophétique, on ne peut que dire amen. Voilà, Élisée, docteur Élisée, pourquoi pas, entre griffes. Ah non, il faut être sûr que c'est ça. Je dis bien entre griffes. Je préfère dire Élisée Boloub, merci d'être venu, docteur Barry. Oui, docteur Barry, là on a vu la soutenance. Docteur Barry. Marius Komoué, merci. Herman Aboua, Charles Blé Goudet, président du COJEP, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. N'oubliez pas, vous avez le film, j'oublie, Marquisard, et après Petit poteau politique avec Pascal Souquier, Isabelle Vauveur et puis Marie-Gisèle Nguessan que j'appelle la duchesse. Allez, à demain et que Dieu nous garde. À demain. On a le concept ici.